Bonjour à tous, chers auditeurs, téléauditeurs de For You Radio, la 96.3 FM. Merci d'être avec nous ce matin. C'est votre émission décalée, mais voilà, qui pose sur la table des problèmes essentiels. Eh bien, ce jour, nous ouvrons un dossier sensible au Cameroun, stratégique et au cœur des tensions économiques du moment, la souveraineté énergétique dans notre pays, avec un focus particulier sur les dessous, le cas d'Eneo au lendemain des annonces fortes formulées par le gouvernement camerounais. Cette décision perçue par certains comme un pas décisif vers la reprise du contrôle national sur un secteur vital et par d'autres comme une manœuvre tardive ou encore risquée à déclencher un débat passionné qui reste d'ailleurs d'actualité entre espoir d'un redressement structurel, crainte d'une gestion étatique défaillante, interrogation sur les investisseurs étrangers et appelle bien sûr à une véritable rupture dans la gouvernance énergétique. Eh bien, les réactions sont multiples et contrastées. Vous allez voir, en tout cas dans le cadre de cette édition, nous allons revenir en profondeur sur ce dossier entre critiques mais aussi encouragement. Qu'est-ce qu'on va retenir? Quelles leçons en tirer autour de cette décision du gouvernement camerounais? Est-ce qu'on peut véritablement parler de souveraineté? On en parle ce matin et justement nous recevons un profil assez particulier, mais en tout cas un profil très intéressant pour ce sujet. Monsieur Mouté Ambassa, vous êtes entre autres, vous avez plusieurs casquettes, vous êtes entre autres homme politique, vous êtes expert pétrolier, spécialiste des questions de sécurité, mais aussi de sûreté. Merci d'être avec nous, monsieur Mouté Ambassa. C'est moi qui vous remercie, madame. Et puis, vous avez oublié que je suis expert en développement durable. En plus, expert en développement durable. Merci beaucoup, monsieur Mouté. Bien sûr. Un large spectre. Bien sûr. Et ça touche plusieurs aspects, effectivement. C'est un domaine. Ah oui. Merci, monsieur Mouté, d'avoir accepté cette invitation sur For You Radio. Nous sommes accompagnés ce matin de Pharaon Antérésis, toujours dans le cadre de cette édition du Grand Talk de For You Radio. Bonjour, Antérésis. Bonjour, Sekedoumbe. Et bonjour, monsieur Mouté Ambassa. Bienvenue dans le Grand Talk. Bonjour, madame. Guédé, bonjour. Bonjour à vous, Sekedoumbe. Bonjour à tous. Eh bien, on va commencer directement par vous, Nguéné, en rappelant à nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent à travers la 96.3 FM, que nous aurons également des rubriques pour sortir de cette émission. On reviendra sur un fait de l'actualité qui sera présenté par Pharaon Antérésis avant de sortir avec les différentes actualités au plan national, les plus grosses, grandes actualités au plan national, mais aussi hors du Cameroun, qui seront également commentées par notre invité de ce matin. Alors, Nguéné, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans le cadre du point sur l'actualité? Nous allons surtout questionner le plan de paix alternatif que l'Europe propose en réponse, ou du moins en réaction aux 28 points du plan de paix américain proposé par le président américain Donald Trump il y a une semaine. Alors l'Europe a réagi en revenant justement sur certains points précisément. Peut-être avant de revenir sur les éléments que l'Europe met sur la table, il convient de rappeler certaines concessions que les États-Unis ont d'ailleurs eu à faire sur le conflit en question, puisque l'Union européenne a considéré qu'il s'agissait d'un cadeau pratiquement que Donald Trump offrait au président Vladimir Poutine. Le plan de paix américain stipulait la cessation du moins la cession par l'Ukraine des territoires actuellement sous contrôle russe. On parle bien sûr de plusieurs régions, celle de Donetsk, de Lugansk, et une autre d'ailleurs au passage. Le retrait de l'Ukraine de certaines zones qu'elle contrôle encore, la réduction massive de la taille de l'armée ukrainienne, l'engagement de l'Ukraine à ne jamais adhérer à l'OTAN, des garanties de sécurité occidentales pour l'Ukraine, mais assorties de conditions strictes, la levée des sanctions contre la Fédération de Russie et ainsi que sa réintégration dans l'économie mondiale. Ça, ce sont les grands points du plan de paix américain. Mais en réponse, l'Europe a estimé qu'il s'agissait d'un cadeau pour Poutine et une trahison qui officialiserait un démembrement de l'Ukraine. Les Européens proposent un plan de paix alternatif avec des points bien précis. La première exigence européenne est que
tout plan de paix soit d'abord approuvé et validé par l'Ukraine en tant qu'État souverain. Les Européens refusent qu'un accord soit imposé unilatéralement par les États-Unis et la Russie. Deuxième élément, l'Europe rejette fermement l'idée que le plan américain puisse légaliser le démembrement d'un pays et la modification des frontières sur le continent européen par la force. Le droit à la souveraineté militaire est également pris en considération, contrairement au plan américain de Trump qui limiterait l'armée ukrainienne et l'empêcherait de riposter. L'Europe insiste sur le fait que l'Ukraine doive conserver son droit à se défendre et à défendre sa souveraineté pour décider bien sûr de la taille de son armée. Les Européens réaffirment et soutiennent le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne qui est déjà d'ailleurs en cours. Donc voilà en gros quelques points alternatifs apportés justement au plan américain, 28 points. La question qu'on met sur la table est: que vaut ce plan européen et quelles en seront d'ailleurs les implications, d'autant plus que les États-Unis ont donné jusqu'au jeudi 27 novembre à Volodymyr Zelensky pour ratifier justement cet accord de paix. Donc ça c'est la thématique principale de ce soir et nous reviendrons sur la visite du président français Emmanuel Macron au Gabon. Plusieurs accords de coopération ont été signés et ce dans plusieurs domaines. On pense notamment aux infrastructures et aux services publics, on pense au développement durable et à l'environnement. Ils sont également revenus sur plusieurs accords, notamment sur le plan financier et au niveau des infrastructures. On parle de la relance d'une coopération en berne depuis la chute de la famille Bongo, puisque le président français depuis Libreville au Gabon a félicité le bon déroulement de la transition qui a abouti à l'organisation de l'élection et à un retour à l'ordre constitutionnel. Mais il y a des voix qui se lèvent au Gabon, notamment celle du mouvement gabonais, les souverainistes, qui exigent une clarification de la position actuelle des autorités du pays, estimant que on doit revoir clairement aujourd'hui tous les partenariats complexes que le Gabon a ratifiés sous la contrainte en 1959. On parle bien sûr des accords coloniaux, donc une partie est... Tout à fait. Du moins, il y a des voix qui se lèvent tout de même dans la foulée de cette visite pour exiger des autorités actuelles qu'elles prennent justement la pleine mesure de tous ces accords coloniaux qui tiennent le Gabon, estimant que on ne peut pas signer de nouveaux accords si on n'a pas déjà épongé le contentieux historique aujourd'hui entre le Gabon et la France. Donc, nous allons refaire justement cette visite, ce nouveau repositionnement de la France du côté du Gabon dans le contexte que nous connaissons tous, avec l'arrivée justement des nouvelles autorités aujourd'hui à la tête du pays. Merci à vous, Nguéné. On donne rendez-vous à nos téléspectateurs, mais aussi à vous, chers auditeurs qui nous suivez, à partir de 17h30, 18h. 17h GMT, 18h heure de Libreville, heure du Cameroun également. Voilà, dans le cadre du point sur l'actualité, vous allez retrouver Nguéné et ses invités, ce qui vous permettra de mieux comprendre et d'appréhender les questions qui seront posées sur la table ce soir. Merci infiniment, Nguéné. Je vous en prie. Alors, nous allons, nous, ici, sur ce très beau plateau, avec notre invité, ouvrir notre débat autour de l'actualité nationale, l'actualité au Cameroun. Monsieur Nkele, on peut prendre la petite respiration avant d'aborder la question cruciale autour de la souveraineté. Alors, retour sur la 96.3 FM For You Radio. Si vous nous écoutez, c'est votre grand talk de For You Radio. Nous allons, notre invité, Monsieur Mouté Ambassa, que nous avons présenté, et nous allons directement commencer. Alors, Monsieur Mouté, le principe est simple. Déjà, c'est un plateau assez décalé, détendu, même si le sujet posé est très sérieux et très important. Vous aurez en face de vous trois journalistes qui sont là pour vous poser des questions, qu'on essaye de comprendre, que l'opinion publique, l'opinion nationale comprennent également de quoi il est question. Alors, pour parler de ce dossier, Eneo, on sait qu'il y a plusieurs dossiers dans le fond, mais on parle d'Eneo. Le cas d'Eneo nous intéresse un peu plus
plus ce matin. Il y a eu beaucoup de critiques après l'annonce du gouvernement. On parle de souveraineté. En tout cas, le gouvernement parle de souveraineté, d'une main mise, de la reprise en main de cette société Eneo. Est-ce que selon vous, c'est une avancée vers justement cette souveraineté énergétique qui est tant réclamée aujourd'hui par les Africains et précisément les Camerounais, ou alors c'est un geste politique, comme le disent certains, que dans le fond, c'est toute une mascarade organisée par l'État camerounais? Merci pour la question, madame. Avant de répondre à votre question, je voudrais refixer un peu ma position, parce que vous savez, j'ai fait quelques plateaux ces derniers temps, et il y en a qui se posent la question de savoir que veut M. Mouté Ambassa. D'accord. Donc, je voudrais être clair avec ceux qui m'écoutent, c'est que je suis un politique qui soutient l'individu, l'homme, intitulé personnel Paul Biya. Ok. C'est lui qui me met au comité central du RDPC. Oui. Et je ne suis pas au RDPC parce que je suis les idéaux du parti. Il faut que les choses soient claires. Je reste patriote. Je suis plus patriote que partisan dans mes prises de position. Si vous me permettez de vous Oui, couper, allez-y. vous, les idéaux du parti, mais qui impulse ces idéaux? Là n'est pas le problème. Si. Je vous dis... Sinon, vous dis, désobéissez quand même. Non, je ne désobéis à rien. Je soutiens un homme. Qui impose ses idéaux au sein du Qu'il RDPC. soit chef de l'État, président de l'État du RDPC, ou retraité au village, Oui. c'est l'homme que je soutiens. Maintenant, je n'ai jamais fait une demande pour entrer au comité central. J'ai travaillé sur le terrain, et par le travail que j'ai eu à faire sur le terrain, que ce soit à Limbe, à Douala ou dans l'Umbam, il y a les rapports de l'administration qui remontent, des services de renseignement, la surveillance du territoire, des commissariats spéciaux. Toutes ces informations sont remontées. De toute façon, on vous dit souvent que le président Paul Biya est l'homme le plus informé. C'est vrai, je l'ai vu dans mon propre cas. Je n'ai fait aucune demande. Mais, et même quand mon département a fait les listes pour le congrès de 2011, mon nom n'était nulle part pour être membre de ce comité central. Mon nom est venu par le haut, par le chef, qui a eu des informations par rapport au travail qu'un militant de base sur le terrain faisait, a demandé que je sois dans la liste des membres élus. Donc, le parti, à l'époque, fonctionnait et on pouvait récompenser les gens qui mouillaient le maillot. Ok. Donc, j'ai été récompensé par le président, intitulé personnel. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai toujours soutenu jusqu'à présent. D'accord, on comprend Maintenant, mieux. j'ai le sentiment que des gens auxquels il a fait confiance veulent le faire sortir par la petite porte. Ils veulent l'humilier. Je ne peux pas participer à ça. Je ne peux pas accepter qu'on humilie l'homme Paul Biya. C'est un grand homme. C'est un grand homme. Vous voyez, il est de père catéchiste, mais il a fait des études, il a lu jusqu'en Europe, il est revenu par son travail. Il est chef d'État aujourd'hui. Oui. Et de sa position de chef d'État, vous pouvez lire tous ses discours, vous pouvez voir toutes ces décisions qu'il prend. Il n'y a aucune décision qu'il prend qui va contre le Cameroun et les Camerounais. Mais il y a des clans qui se sont formés, il y a une mafia qui est rentrée dans le système, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses, de décisions qu'il prend, ne sont pas implémentées sur le terrain. J'ai pris quelque part, bon, je ne vais pas revenir dessus, pour rester sur le sujet, le sujet que vous mettez à l'ordre du jour aujourd'hui fait partie des choses qui, pour moi, humilient le président, veut le faire sortir par la petite porte. Alors, en lui faisant porter le chapeau des incompétences des uns et des autres. Parce que dans cette histoire de Eneo, vous avez posé une très bonne question, madame. Eneo, en fait, était déjà en faillite. Oui. Eneo était en banqueroute. Entre ce qu'il gagnait et les charges qu'il devait assurer, il n'en pouvait plus. Ça fait des années, ce n'est pas aujourd'hui. Et ce n'est pas les appuis de l'État, du FMI, des prêts de bancaires à court terme et autres revenus extra que Eneo a tenu jusque-là. Ça fait 2 ans qu'ils sont en négociation.
pour parler de revenir à la nationalisation, je continue de dire que ce n'est pas une nationalisation. C'est quoi? C'est simple. Enéo a toujours appartenu à l'État du Cameroun. D'accord. Mais à un moment donné, l'État du Cameroun a décidé de privatiser son fonctionnement. OK? Et il a vendu, Enéo à l'époque s'appelait Sonel, Oui. il a vendu à AES. AES, effectivement. AES a créé AES Sonel comme sous-traitant Oui. pour faire le travail. Ils avaient signé un contrat de 20 ans. Ça devait aller de 2001 à 2021. Mais au bout d'un certain temps, ils ont jeté l'éponge. Parce qu'ils sont revenus, ils sont arrivés, ils ne respectaient pas le cahier de charge. Et, non seulement ils ne respectaient pas le cahier de charge, et le peu d'argent qu'ils engrangeaient, envoyaient au niveau de leur maison mère. Tout le monde sait, à l'époque, on en avait parlé, AES Sirocco, je crois, était une entreprise qui était en train de tomber, a été relevée par AES Sonel, qui cumulait les dettes ici. À un moment donné, ils sont partis. Ils ont revendu à combien? À 99 milliards. D'accord. À Actis. OK. Actis maintenant crée Enéo pour faire le travail. Oui. Voilà Enéo qui part. Il revend à 78 milliards à l'État. Ça, c'est la partie visible. Oui. La partie invisible, c'est qu'il laisse une dette de près de 800 milliards à l'État. Et à côté de ça, des engagements contractuels à payer à NHPC, Natchigal, vulgairement appelé, 10 milliards à payer par mois, qui consomme 1 méga ou 420, 10 milliards tombent tous les mois. C'est-à-dire, outre les 800 milliards, Outre l'État les 800 camerounais doit milliards. encore payer... Outre les 800 milliards. Et dans tout ça, dans le contrat qui liait Actis, il fallait revenir sur faire l'entretien et réhabiliter Sonloulou et Lagdo, qui tournent aujourd'hui à peu près à 50% seulement de leur potentiel. Ouais. Les 50% là font à peu près 100 à 120 mégawatts. Mais vous avez bien vu qu'ils ont passé tout leur temps. Ils n'ont pas touché Sonloulou, ils n'ont pas touché Lagdo. Mais on a des nouveaux qui arrivent. Hormis Natchigal, il y a un là qui va faire le truc à Kikot, là, chez moi, là. OK. 500 mégawatts, 650 milliards d'investissement. Son loulou est là, il tourne à moitié à 50%. Pourquoi on ne le réhabilite pas? Ouais. Donc, quand vous voyez un peu ce tableau posé, qu'est-ce que le Cameroun rachète? Ayant vendu à 23 milliards, le Cameroun rachète Obama à 878 milliards. Ce qui lui appartient, en fait, la gestion. Parce que quand on dit Enéo, Enéo est devant. C'est la partie distribution, commercialisation. Tout à fait. Il y a la partie transport qui est différente. Tout à fait. Il y a la partie production qui est différente. Oui. C'est vrai que c'est Enéo qui prend l'argent pour tous, mais il ne paye pas cela. Dans les 800 milliards, il y a Enéo doit l'argent à SNH, pas le gaz de la centrale à gaz de Kribi, là. C'est des milliards, des dizaines. Enéo doit l'argent à Tradex, par le carburant qu'on met dans les centrales thermiques. Enéo doit l'argent à KPDC à Kribi et DPDC à Douala pour l'énergie électrique. Beaucoup entendent parler de Globelec, mais Globelec a deux filiales, c'est KPDC et DPDC. Et il y a EDC, l'EDC du Cameroun aussi. Et tous ces sous-traitants, en fait, tous ces partenaires comment on appelle, tous ces partenaires de la filière électrique ne sont pas payés. Alors le Cameroun qui reprend aujourd'hui, j'entends les gens se bomber le torse en disant que la souveraineté est retrouvée. Non, il n'y a aucune souveraineté qui est retrouvée. C'est la catastrophe qui nous attend. Bah justement, je voulais vous demander... Nous sommes comme un avion qui a déjà le carburant, qui est déjà au rouge, et tout le monde boit le champagne dans l'avion. Êtes-vous donc en train de dire que que le Cameroun est en train de reprendre un cadeau empoisonné, une catastrophe comme vous? Si vous voulez, pour moi c'est une catastrophe. Oui. Une forfaiture même, j'ajoute. Parce que derrière tout ça, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a comme arrangement. Et puis... Quand vous parlez d'arrangement, ça veut dire qu'il y a des... Il y a beaucoup de choses. Des détournements. Il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas parler de ce qu'il ne peut pas justifier, Okay. mais vous me comprenez très bien. Comprends très bien. Et puis le secteur de l'électricité au Cameroun a arrêté d'être dirigé, supervisé par les Camerounais du domaine. OK.
Quand vous prenez un statisticien, quand vous prenez un professeur de lycée, charge la vie de la terre, pour diriger l'électricité au Cameroun, vous attendez quoi? Il y a des ingénieurs qui sont là. L'administration grouille d'ingénieurs. Le privé grouille d'ingénieurs spécialisés ou qui maîtrisent le domaine. Donc je pense qu'il y a ce complot. Là, c'est le secteur énergique. On peut parler de l'ENAM qui fait sortir presque la moitié des étudiants, des enfants des grands du pays. Ils sont subitement devenus tous intelligents. OK? On peut prendre l'exemple du pétrole, mon domaine, la SNH, où on fonctionne jour après jour, oubliant qu'en mi-2026, on perd 50% de la production, parce qu'il n'y a aucune vision à moyen et long terme. Mais revenons sur l'électricité. Vous parlez de complot, mais quand vous parlez de complot, qui complote contre qui et Le complot, c'est quoi? C'est que le président Paul Biya a commis l'erreur de responsabiliser des gens qui ne l'écoutent pas, qui ne suivent pas ses orientations et qui font le contraire de ce qu'il y a à faire. Parce que tout ça va retomber sur le président Paul Biya. Il peut vous garantir que si ils ont été malins quand même, parce que ce n'est pas des idiots, hein, ils savent ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas les mêmes objectifs que le président Paul Biya. S'ils sortaient ces histoires de nationalisation, là, comme ils disent, avant la présidentielle, s'ils sortaient les listes de l'ENAM avant la présidentielle, s'ils sortaient un certain nombre de choses, je peux vous dire que Paul Biya vient de loin avec ses 53%. Pourtant, certains estiment que la nationalisation aurait été pourtant un bon prétexte, un bon message de campagne, une bonne promesse de campagne. Justement, la nationalisation telle qu'elle a été faite sur le volet financier, c'est un échec. Mais est-ce que la souveraineté a un prix, M. Moutet? Ça vous plaît, je fais partie de ceux qui ont fait des notes pour demander la nationalisation. Parce qu'il la faut. D'accord. Ok. On a eu le Cameroun à un moment, le secteur électrique fonctionnait avec les Nyat Difendi. DG, ministre. Oui. C'était pas comme on voit aujourd'hui. Les Justin Dioro. C'était pas comme on voit aujourd'hui. C'est les techniciens. Maintenant, quand vous prenez un professeur de sciences de la vie et de la terre pour mettre directeur de l'électricité au ministère, c'est elle qui dirige l'électricité au Cameroun. Qu'est-ce que vous pensez? C'est pas l'agriculture. Vous pensez qu'il n'y a pas de compétences? Mais pour revenir à la genèse... Non, il y a des incompétences voulues. Parce que les compétences sont là. On les écarte. On veut des bénis, oui. On veut des gens qui vont faire comme on veut. Et tout le monde privilégie le volet ressources humaines et argent. Personne ne regarde plus la technique. Et si on revenait donc à la genèse, alors si la SONEL avait été privatisée, est-ce qu'on pourrait dire que c'est parce que justement le Cameroun ne pouvait pas gérer? C'est pour ça qu'on a donné la gestion à... Et aujourd'hui, est-ce que le Cameroun pourrait gérer... C'est une très bonne question. Je vous comprends très vite. C'est pour ça que j'anticipe. Je vous comprends très très vite parce que je suis du milieu, je sais. Vous savez, quand Aïdjo part, Aïdjo laisse près de 180 entreprises. Paul Biya vient, il continue la même lancée. Première réaction des Occidentaux, on commence à lui dire de ne pas faire comme Aïdjo. Mais il s'entête. Il veut maintenir. Donc on avait déjà un tissu industriel, hein, plus que beaucoup de pays comme la Corée et autres, hein, on serait très loin aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Les financiers, les bailleurs financiers là, blocs bilatéraux là, bloquent tout. On envoie le Cameroun au FMI. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont un peu de jugeote, parce que peut-être beaucoup parmi vous n'étaient pas nés, le président Paul Biya avait dit en 1987, il n'ira pas au FMI. Parce qu'il a vu le piège tout de suite. Mais finalement, il est allé au FMI. Pourquoi? Parce que quand il a dit ça, on lui a barré tous les portes partout. On ne lui a pas laissé le choix. En fait. On ne lui a pas laissé le choix. À cause de quoi? Des accords de coopération dont vous entendez parler tous les jours. On lui a dit, monsieur, il était là. Il s'émancipait déjà, c'est pour ça qu'on l'a enlevé. Toi, tu viens maintenant, il y a les accords de coopération là. Il faut les respecter. Vous ne pouvez pas venir ne pas respecter les engagements que le Cameroun a pris contractuellement avec la maison mère. Il était obligé de laisser. Et quand le FMI vient, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, il casse toutes les entreprises qu'il doit laisser. C'est un programme qui a été arrêté. Ça n'a rien à voir avec Paul Biya, ou Aïdjo, ou moi, ou vous. C'est les institutions, c'est l'extérieur qui est derrière cette histoire. Voilà comment les entreprises ont commencé à être liquidées les unes après les autres. Et celles pour lesquelles l'État insistait
de garder dans le portefeuille, on les a privatisés, on vendait aux francs symboliques, on a vendu là, et tout est néo là. Quand on voit toutes les installations électriques qu'on a dans ce pays, tous les barons on a vendu à 23 milliards. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on nous restitue ça avec 800 milliards de dettes. Ouais. Et dans l'entretien que le ministre a donné à Yaoundé, Oui. il a parlé de refinancement. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il faut de l'argent. On va encore aller s'endetter. Et aujourd'hui, donc... on va aller s'endetter, c'est tous les Camerounais, vous, moi, madame et tous les autres, c'est nous qui allons payer par nos factures. Et aujourd'hui, donc, le Cameroun reprend, M. Moutembassa, un cadeau boiteux, malade, moribond, à l'agonie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut donc mettre sur pied pour que ce goulot d'étranglement soit plus allégé, et que le Cameroun ait les coudées franches pour pouvoir gérer la Sonel qui va peut-être redevenir Sonel, bon, qui sera plus Sonel, qui sera plus Inéo, Paratis et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut commencer par le BABA, la ressource humaine. Il faut mettre des gens compétents. Ils sont là, ils existent. Dans le public comme dans le privé. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça marchera aujourd'hui avec les gens compétents? Non, parce qu'aujourd'hui, les gens fonctionnent un peu comme c'est un système clientéliste, quoi. Je t'ai mis, tu écoutes ce que je te dis. Oui. Tu ne bouges pas, je te tiens. Vous comprenez? Il faut mettre des gens qui sont libres de tout ça. Ils doivent travailler pour le bien du Cameroun et des Camerounais. Oui. Donc, on doit commencer par la ressource humaine, madame. Après la ressource humaine, il y a ce qu'on doit faire, un diagnostic sans complaisance. Et quand on fait un diagnostic, on sort. Tu me comprends bien? Très bien, un peu comme très celui qu'on a bien, commencé très à faire avec bien. le fonds routier. Attendez, Tout à fait. attendez, Oui, non, très non, bien. c'est pas ça. C'est pas la même chose? C'est pas la même chose, ça c'est... Mais un diagnostic c'est quand même. le Mais on celui parle- qu'on a commencé avec le fonds c'est du routier. Mais spectacle. monsieur Moutet, tout est spectacle pour vous, vraiment. Non, Bon, non, il n'y a je dis rien la de, vérité. il y a Non, rien non. de sérieux, Puisque rien d'ambitieux. ils ont quand travaillé même. pendant longtemps, tout le monde en pleure, tout le monde en souffre. Oui. Vous-même vous souffrez. Oui, Les stages nous ont sommes commencé. âgés. Mais si on Bien veut une sûr. réparation, c'est Les bien une coupures ont réparation. commencé, non? Alors si les gens qui sont là depuis ne vous ont pas permis d'avoir la lumière, l'eau et tout en temps normal, vous croyez que c'est eux qui vont Bah, réformer? il faut donc les balayer. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de ressources humaines. Oui. Vous me rejoignez dans ma Oui. position Oui. qu'il faut commencer par la ressource humaine. Ensuite, faire un diagnostic sans complaisance. Le diagnostic va vous ressortir les points faibles, les points, les opportunités, les menaces, hein, les points faibles. Et à partir de là, les points forts, vous allez les consolider. Les opportunités, vous les transformez en points forts. Les faiblesses, vous les transformez en opportunités. Et les menaces, vous les mitigez. Ça, c'est appris à l'école. C'est pas ici que je vais développer ça. Attendez, laissez-moi terminer. Donc, ça fait que, quand vous avez sorti ce diagnostic, vous avez ce tableau, vous savez comment orienter les choses. Mais les gens partent faire des choses là, ils ne font même pas un diagnostic sans complaisance. Il y a un problème. Vous allez aller nulle part. On va droit vers le mur. Les factures vont augmenter, mais les coupures vont encore être plus. Regardez, après on a scié seulement et les coupures ont commencé. Hein. Oui, parce que les travaux n'ont pas commencé Pourtant, à il y a l'instant. non, oui, mais pourtant, il y a un an, attends, le gouverneur s'est anticipé. C'est vrai. Pourtant, il y a un an, on nous a dit que dès que Natigal commence, C'est vrai. ça sera vraiment une Oui. histoire du passé, on ne va plus entendre de couper. Ça a commencé, hein. Après, on va vous dire que oui, oh, c'est si, bon, bref, je ne vais pas parler de tout comme ça. Je vous écoute. Oui, j'ai pris de la peine à bien vous suivre hein, pour mieux comprendre comment vous allez. La question énergétique, du moins la crise énergétique, on évoque la souveraineté aujourd'hui, c'est une question que nous traitons. Et puis moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des gens qui ont travaillé même à l'entreprise. C'est pas là le problème, posez votre question. Le problème en fait que vous posez, vous avez assumé votre posture. Je crois que quand on regarde, des gens appellent ça biaïste parce que c'est l'homme biaïste. Non, je ne suis pas biaïste. Vous n'êtes pas biaïste. Non, non, vous non. tenez seulement l'homme Parce que biaïste. je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans biaïste. Oh, C'est très une bien. philosophie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Très bien. Ne me donnez pas une casquette que je Monsieur- je monsieur- soutiens l'homme. L'homme Biya, monsieur Voilà. Biya, que vous soutenez, président de la République. Et je ne souhaite pas qu'on l'humilie. Oui. Je ne souhaite pas qu'il sorte par la petite porte, Très bien. par les ajustements des collaborateurs. Très bien. Voilà ma position. On le comprend même clairement, la façon même que Bien vous sûr, posez je l'autopsie. l'ai toujours dit. Ok. La question que je voudrais poser, Ouais. dans son discours de fin d'année de 2024, il a eu à dire que le Cameroun va atteindre l'autosuffisance énergétique. Est-ce que quand le président Biya a eu à dire cela, c'était un discours visionnaire, plein de sens, ou bien c'est sur les rapports présentés par ses collaborateurs, des gens à qui il a fait confiance, dont vous citez aujourd'hui parce qu'en retour, ils n'ont pas rendu l'appareil,
il s'est basé sur quoi? Parce que quand on regarde aujourd'hui... Laissez-moi répondre. Tout à fait. Ne développe pas. Laissez-moi vous développer. C'est une bonne question. Pour moi, c'est une question... Enfin, c'est pas une grosse question, ça. Je vais vous le dire très simplement. Quand un chef d'État doit faire un discours, c'est chaque département ministériel qui transfère à la présidence les points forts de son département. Comme un rapport. Comme un rapport. Il y a des services compétents à la présidence qui vont compiler tout ça et voir qu'est-ce qui est intéressant pour rentrer dans le discours du président. D'accord. Alors, si quelqu'un annonce pour l'énergie ce que vous venez de dire, c'est dans ce rapport que ça part à la présidence et on met dans le discours du chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas là pour réfléchir à la place du ministre. Il définit la politique de la nation. Et les ministres et le gouvernement sont en charge de mettre en application. Quand ils décident de mettre ce mandat sous le prisme des jeunes et des femmes, c'est chaque ministère qui doit faire des propositions dans ce sens. Ce n'est pas lui. Lui, il a fini son travail. Il oriente. Il donne les directives. Et le ministre, maintenant, chacun réfléchit avec son staff, ses équipes, pour dire, bon, pour nous, voilà ce qu'on va faire. J'ai pris un exemple l'autre jour que je ne vais pas trop développer aujourd'hui, mais je vais en parler très rapidement, quelque part dans une autre chaîne. Le ministre du Commerce a fait un communiqué pour dire qu'il veut ouvrir l'import-export aux jeunes. Vous êtes au courant, vous êtes jeune? Oui. Bon. Vous avez pris la peine de regarder la fiche qui donne les différents documents qu'il faut. Moi, j'ai pris la peine de voir ces différents documents. C'est un peu compliqué. Non seulement ça, c'est cher. Pour quelqu'un qui sort de l'école qui n'a pas et qu'on veut aider, c'est peut-être au moins 400 000 francs. Et dans les 400 000 francs, le ministère reçoit 45 000. Et j'ai pris un exemple simple. Comme les Camerounais sont en recherche des emplois, là, les jeunes, là, 100 000 jeunes postulent. Oui. Vous savez combien le ministère engrange? 4 milliards et demi. Mais le jeune n'est toujours pas dans la liste. Il est en train de faire le dossier seulement. Parce qu'après, ces dossiers vont être épluchés et on va choisir. 50, 100, 200 000. 99 000 vont rester sans dossier, sans rien faire. Est-ce que vous croyez que c'est apporter une solution autour des jeunes? Parce qu'une fois que vous êtes même dans cette liste, il faut de l'argent pour faire l'import-export. C'est le nœud de la guerre, vous le savez tous. Et moi, ce que j'ai dit en contrepartie pour dire, au lieu de faire ça, on vote une loi à l'Assemblée où on dit que tout jeune, de n'importe quel domaine, où il veut s'engager, n'a que 3 petits papiers à faire. La demande, et peut-être son diplôme s'il a un diplôme, son permis s'il a un permis, son attestation, n'importe quoi, tout ce qui peut démontrer que il connaît, il sait faire quelque chose. L'inscription, niveau de contribuable à la DGI, parce qu'il faut une traçabilité. Et enfin, la CNPS, parce qu'il faut déjà commencer à préparer votre retraite dès le premier jour. Tout à fait. Les 3 pièces là suffisent. Vous prenez ça, vous appliquez aux jeunes médecins qui sortent, aux bensikineurs, aux colboxeurs et autres, c'est tout le monde. Et puis, la mesure pour tout ça, qui couvre tout ça, c'est 5 ans d'exonération d'impôts. Les jeunes ne payent pas d'impôts pendant 5 ans. Que ce soit les impôts de la DGI, que ce soit les impôts des communes, rien. Pourquoi? Ça aide les jeunes à commencer à travailler sans trop souffrir, sans avoir trop de tracasseries et épargner de l'argent. Maintenant, de la 6e à la 10e année, il peut payer 50% d'impôts. Et à partir de la 11e année, il paye 100% d'impôts. Et la traçabilité de la CNPS et, comment on appelle ça, et des impôts, fait que quand vous avez vos 0% les 5 premières années, mais si vous changez de métier à la 6e année, on vous a plus de 50%. Vous avez produit de l'argent pour changer. Et maintenant, on va dire oui, mais l'État va payer les impôts. L'État ne paye jamais rien. L'État donne ici, il prend là-bas. Parce que tous ces jeunes qui vont commencer à rentrer dans le circuit économique, qui vont créer la richesse et leurs propres emplois, ça va rentrer dans le produit intérieur brut. Ça va impacter. Ils vont payer les loyers, l'eau, l'électricité, la nourriture, le transport, se soigner. Ils vont faire tout ça. Et en payant partout là-bas, il y a les impôts dedans qui reviennent à l'État. Et en même temps, on peut gagner des points de croissance. Donc, pour dire que cette histoire que vous voyez là, il y a quelqu'un qui avait dit Kaolan, coup d'État sur la base d'un Kaolan. Ça, c'est un exemple de Kaolan. Le président dit quelque chose à l'Assemblée quand il prête serment. Les gens commencent à faire le contraire.
Qu'est-ce que vous voulez? Mais on maintient ces personnes aussi, hein, Justement, monsieur c'est tout fait que je voulais, ce que Dame Sika est en train d'indiquer, parce que quand vous avez eu à souligner, vous avez dit cela sur la base de votre nomination, alors vous êtes au comité central, que c'est à cause notamment des informations. Si le président, il a indiqué qu'il est l'homme, justement, qui a le plus d'informations, qu'est-ce qui justifie donc le fait que, aux côtés des barrages, par exemple, dont on sait que sur 4 tribunes, c'est 2 tribunes qui fonctionnent, à peine même c'est une qui ajoute, on continue toujours de dépenser des faramineuses sommes d'argent pour aller construire des barrages. Pourtant, il y a des choses à faire et les gens ne changent pas. Qu'est-ce qu'il fait dans ce pays? Le président n'est-il pas informé tel que vous l'avez décrit dans votre schéma? Le président est informé de ce qu'on veut lui donner, ok? Mais, je dis, il y a l'incompétence des gens, parce que ceux qui sont même aux affaires, qui décident, ne sont pas pour beaucoup de la filière, ils ne comprennent même pas. Mais je vous prends des exemples ici. Qu'il est non, monsieur. Mais est-ce qu'il est non? Le président, vous savez, quand je vous ai parlé des discours, c'est pareil pour les nominations. Le président ne connaît pas tous les Camerounais. Ce sont les collaborateurs qui remontent les noms des gens, avec les CV des gens. C'est pas ce qu'on a eu comme information Attendez. qu'on a reçu. On a dit, ce n'est pas forcément d'ailleurs, c'est pas le Premier ministre qui nomme, c'est le président qui nomme ses ministres dans... Ouais, c'est lui qui nomme ses compétences. Je vous dis une chose, le ministre est un poste politique, c'est pas un poste technique. D'accord. Une fois que vous avez compris ça, vous allez commencer à comprendre. Le ministre n'est pas là pour réfléchir comme les techniciens. Il a des collaborateurs techniciens qui doivent l'aider à comprendre le domaine là où il a été affecté. D'accord. Ok. Je parle du ministère de l'eau et l'énergie, qui est directeur de l'électricité. C'est un professeur de lycée, sciences de la vie et de la terre. Qui est censé pourtant être un technicien. Bon, je ne sais pas. Qui doit techniquement, au plan électrique, aider le ministre. Oui. Mais quand quelqu'un que vous mettez ne comprend pas déjà, pourquoi? Parce que pour être directeur, ce n'est pas le ministre qui nomme le directeur. Ok. Ce sont le Premier ministre ou le Premier ministre ou la présidence. Alors quand les gens ont leurs relations, comme vous connaissez les Camerounais, il a beau être professeur de lycée, on le nomme là-bas, il n'a pas le profil. Vous attendez quoi de cette personne? Vous comprenez? Donc c'est très compliqué. À l'époque, il y avait... Comment on appelle ça? Il y a un terme très technique là. À la présidence, il y a un service là-bas qui s'occupe de ça. Ok. Qui connaît par département, par arrondissement, les compétences qu'il y a dans ce pays. Il y a un service là-bas pour ça. Et ce service n'est plus consulté. Mais oui! Mais oui! Parce que les gens sont entrés dans les clans. Tu es avec moi, tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Et il y a des ministres même qui ont des collaborateurs qui n'écoutent même pas, qui ne les écoutent même pas. Le ministre ne peut même pas l'enlever. Il ne peut pas. Parce que quand il propose qu'on l'enlève, on lui dit non, mais il te gêne en quoi là? Ok? Je connais des ministres qui me l'ont dit. J'ai tel qui est mon collaborateur. Mais je ne peux pas l'enlever. À peine je commence à en parler, je reçois des coups de fil, tu choisis. Ok? Donc pour dire que le gros problème c'est la ressource humaine. On ne met pas les Camerounais qu'il faut là où il faut. Il faut mettre les Camerounais par secteur. Nous sommes tous partis à l'école, chacun dans son domaine. Oui. Les gens doivent aller dans les domaines pour lesquels ils sont allés à l'école. Regardez encore parlant de cette histoire de ressources humaines. Oui. Je n'arrête pas de le dire. Une école comme l'ENAM doit être fermée. C'est une école qui à un moment donné faisait bien son travail. Mais aujourd'hui, cette école ne fait plus ce travail-là. Tout simplement pourquoi? Parce que les gens ont compris que pour être dans la haute administration au Cameroun, il faut aller à l'ENAM. L'ENAM est devenu ce goulot d'étranglement où tout le monde rentre là-bas. Oui, et que c'est devenu le piston. C'est devenu le piston. Parce que dès que tu sors de l'ENAM, tu as ton matricule, tu sais que tu peux faire carrière par rapport à toutes les autres écoles. Regardez les prix, les montants qui circulent. Si tu n'es pas l'enfant de quelqu'un, tu ne peux plus être là-bas. Le piston. Si tu n'as pas un père qui a les moyens lourds, tu ne peux pas être là-bas. Hein, petit frère? C'est ça qu'il est question. Et quand vous voyez maintenant les incompétences, qui à une époque, les incompétents étaient très peu nombreux. Les compétents contrôlaient, ça tenait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un basculement où les incompétents ont dépassé la masse critique. Et c'est ça qui amène le pays à fonctionner comme il fonctionne. Est-ce que c'est une fatalité, monsieur? C'est pas une fatalité, c'est une décision. C'est une fatalité. Parce que vous dites bien que le chef de l'État est l'homme le plus renseigné de ce pays. Alors, il est au courant, enfin, si on lui fait des rapports,
si on sait que, enfin, on a sorti un projet et que les incompétents se sont affalés dessus, mais on lui remonte l'information. Alors, si je comprends bien, M. Moutambassa, donc vous voulez nous dire que des gens mentent au président en le regardant dans les yeux? Des gens mentent au président. Je le dis. Ils osent faire ça. Je vous regarde dans les yeux. Mais est-ce que vous également, vous n'êtes pas dans une guerre de clans, M. Mouté? Non, je ne suis pas dans une guerre de clans. Parce que là, vous dites que les autres sont dans une guerre de clans. Je vous explique, très bonne question. Oui. Je ne suis pas dans une guerre de clans. Je suis, comment on veut dire, déjà que je suis différent des autres parce que moi, j'ai fonctionné dans le privé toute ma carrière. C'est vrai. Et là-bas, c'est l'intérêt de la compagnie, la compétence, le mérite. Ok? J'ai été formaté dans ce système. Et je ne peux pas changer aujourd'hui à mon âge. Alors, je transpose ça au niveau de l'État, au niveau du fonctionnement de l'État. Moi, je peux vous garantir que chaque fois que j'ai eu l'opportunité de faire une note et qui a atteint le président, il a validé. Parce que le président n'est pas quelqu'un qui travaille pour le Cameroun et les Camerounais. Il ne faut pas l'oublier. Mais il a eu la malchance à un moment donné que certains, comme j'ai parlé d'équilibre entre les incompétents, les nuls, là, la masse critique des nuls a dépassé. Et les clans. Alors, quand je dis que certains qui étaient comme des piliers autour du président de la République ne sont plus, ça pose problème. Le président n'a plus le même niveau d'information. Il y a des gens qui étaient là et qui regardaient le président dans les yeux, ils disaient dans les yeux que, chef, l'affaire ne donne pas. Ok? Il y a combien aujourd'hui qui arrivent à le faire? Très peu. Mais on dirait que vous dites... Pourtant, le président est quelqu'un, je ne l'ai jamais rencontré. Mais pour ceux qui l'ont rencontré et qui ont discuté avec lui, te disent, il te met à l'aise. D'ailleurs, quand vous discutez, tu as même l'impression que c'est toi qui lui donnes les ordres. C'est un monsieur qui a une élévation d'esprit terrible. Il vibre à de très hautes fréquences, ce monsieur. Donc je dis, il y a les gens autour qui ne font pas leur travail et qui donnent ce qui se passe là aujourd'hui. Mais devant le président, il prend des choses autrement. Mais de l'autre côté... Et il n'a pas d'autre moyen de vérifier les informations qu'on lui apporte? Ben, très bonne question, madame. Vous savez, la fonction présidentielle n'est pas comme la fonction d'un chef de famille à la maison ou bien d'une entreprise au quartier. Là. Le président a développé beaucoup d'aptitudes à vivre avec ses ennemis. Le premier ennemi du Cameroun, ce n'est pas les Camerounais eux-mêmes. C'est les Occidentaux là qui cherchent nos richesses du sous-sol. C'est le premier ennemi. Et dans le gouvernement de Paul Biya, il y a des gens qui ont des amis chez les Occidentaux là, qui guettent la place, ils veulent le remplacer, ils sont prêts à tout. Et le président qui est très renseigné, comme j'ai dit, le sait. Il peut le virer. Mais, vous savez, quand vous virez quelqu'un qui a des appuis lourds, qui a peut-être des moyens, quand vous l'envoyez au quartier, vous ne le contrôlez plus. C'est vrai. La meilleure manière de le contrôler, c'est de le maintenir le garder sous la main. Tu le gardes sous la main, tu le contrôles. Donc il y a des gens qui sont là, malgré l'avis du président, mais pour le bien du Cameroun, ils préfèrent qu'il soit là. Mais on continue de subir le goulot d'étranglement. C'est pas pour le bien du Cameroun, monsieur Mouté. Parce qu'on subit, on subit. Je ne refuse pas qu'on subit. Je dis que la masse critique de ces incompétents aujourd'hui est au-dessus des autres, et c'est ça qui fait qu'on le ressent plus. Ça a toujours existé avant. Mais la masse critique des compétents était là pour tenir la barque debout. Je vais vous bousculer un peu. Si vous étiez à la place du président Paul Biya, qu'est-ce que vous feriez pour qu'on sorte de ce goulot d'étranglement dans tous les secteurs sanitaires, éducatifs, le fonds routier justement, il y a justement un audit sur le fonds routier. Là, on est en train d'évoquer Eneo. Alors, qu'est-ce que vous feriez pour le bien de tous? Bon, bonne question. Je ne suis pas président, mais nous supputons juste. Oui. Si j'étais président aujourd'hui, première chose, les changes de gouvernement au moins à 90%. Tous ceux qui sont là... Mais laissez-moi vous répondre. Au moins à 90%. Oui. Parce que tous ceux qui sont là, que ce soit les bons, ou les moins bons, ou les mauvais, ils ont fait leur temps. Ils ont déjà tout donné. Moi, j'ai évolué dans des entreprises. Je sais qu'au bout de 3 ans, généralement, tu as déjà donné le maximum, tu as déjà fait les réformes nécessaires. Maximum 5 ans. Même si tu es bon, on doit t'envoyer ailleurs. Alors, que vous avez dans ce gouvernement, les gens qui sont là depuis Mathusalem, vous croyez que ces gens-là réfléchissent encore? Ils sont couchés à la maison, ils travaillent à distance, ils ne viennent même plus au bureau. Donc pour dire, première chose, je nettoie le gouvernement à 90%. Deuxième chose,
au niveau de mon propre parti, je nettoie ceux qui sont là aussi. Ils ont déjà donné. Ils ne travaillent plus, ils font la même idéologie. Non, non, c'est la même idéologie, mais ils font que du copier-coller. Et ça s'est dégradé négativement. Parce qu'à l'époque, quand nous on travaillait sur le terrain comme militants, on mouillait le maillot, on pouvait être récompensé en entrant en comité central, comme moi. Aujourd'hui, vous pouvez travailler à la base, vous mouillez le maillot, même pas on va parachuter quelqu'un, parce qu'il a reçu un décret à 17h, demain il devient le plus grand militant de votre parti, de votre arrondissement, de votre département. Il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Et permettre que les militants qui travaillent soient récompensés normalement. Maintenant, pour revenir après le gouvernement, il faut prendre des sociétés d'État. Il faut faire un état de lieu. Vous envoyez les gens de chaque domaine dans leur domaine. OK? Vous avez, par exemple, je prends un cas simple, ce n'est pas pour vanter parce que c'est mon petit frère, mais il a montré ses preuves partout où il est passé. Le professeur Essomba. Il a été directeur de l'hôpital à Kentini ici. Oui. Tout le monde a vu les réformes qu'il a fait. Noël Essomba. OK? Oui. Il est monté à l'hôpital Jean de Yaoundé. Allez voir ce qui se passe là-bas. Il est dans son domaine. Il sait de quoi il parle. On ne peut pas lui dire n'importe quoi. Maintenant, quand vous prenez par exemple, je vais peut-être faire du mal à certains, mais je n'ai pas de choix. Je prends des exemples concrets pour que vous compreniez que si on ne change pas de philosophie, on ne met pas les gens à leur place, ça va poser des problèmes. L'État a tous les techniciens, tous les administratifs, tous les financiers possibles qui ont fait de grandes écoles, ils sont là, ils sont disponibles. Vous partez dans certaines sociétés, je prends dans le secteur pétrolier qui est le mien. Vous avez des magistrats qui dirigent les entreprises. C'est vrai, ils vont gérer le personnel, mais ça va se limiter à ça. L'entreprise, ce n'est pas le personnel seulement, c'est la technique et l'argent. OK? Vous prenez par exemple, je prends l'entreprise comme le SNH. Aujourd'hui, tout le monde fonctionne au présent. Les petits trucs que vous voyez là, on raconte futur, ce n'est pas le futur du pétrole. SNH, sa mission première, c'est le pétrole brut. OK? Donc, quand vous voyez l'année prochaine, à mi-2026, nous allons perdre 50% de la production pétrolière du Cameroun. C'est cette étude mathématique? Ouais. Je vous dis que les délais, les pétroliers ne travaillent pas comme les autres. Ils anticipent. Ça a été anticipé depuis. L'entreprise qui produit le gaz liquéfié, gaz de pétrole liquéfié à Kribi, Gola, qui travaille pour Perenco, arrête en juillet 2026. Il produit à peu près l'équivalent de 50% de barils, équivalent baril de pétrole. Donc on perd 50% de la production à partir de mi-2026. Pendant que les gens vous parlent de... Et rien n'est prévu pour pallier à cette éventualité. Il y a des choses sur le papier, mais il n'y a rien. Mais de toute façon, à partir, dès que Goula part, on perd 50% de la production. Déjà que l'État, qui recevait à une époque 800 milliards de sous qui viennent du pétrole, ça a baissé à 600 milliards, ça a baissé jusqu'à moins de 300 milliards de recettes pétrolières, c'est remonté vers 600, et l'année dernière, on était à 400 milliards. Wow. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si on perd la moitié de la production à partir de l'année prochaine, on sera à moins de 200 milliards de recettes pétrolières. On ne réfléchit pas dans le sens de pérenniser les réserves et augmenter la production. On raisonne dans le sens de créer des stockages, de faire de ceci. Ce n'est pas ça le problème, le rôle premier de l'entreprise. C'est vraiment, c'est gênant de le dire, mais ce n'est pas normal. Il faut réfléchir à moyen et long terme. Mais pourquoi on ne vous écoute pas? Vous semblez être quand même, vous semblez avoir l'oreille du président. Non, monsieur Moutamba, voilà comment ça se passe. Non, je vous réponds d'abord à ça. Oui. Parce que, justement, je me suis posé moi-même cette question. J'ai fait beaucoup de notes dans le secteur pétrolier au chef de l'État. Et parmi ces notes, il y a une qui a été mal implémentée. C'est la transformation de Sonara pour consommer le pétrole brut camerounais. C'est moi, en 2004, qui fais cette proposition au chef de l'État. Vous voyez que ça fait longtemps que je lui fais des notes. En 2004, qui était directeur du cabinet civil, c'est le père Jean-Baptiste Belioken, qui m'appelle, il me dit, le président pour les grandes ambitions là, a besoin de quelque chose dans différents secteurs d'activité. Qu'est-ce que toi, dans le pétrole, tu peux lui proposer? Je dis, ben, c'est simple. Il y a des grèves de manque de carburant, il y a des grèves de transporteurs parce que le carburant coûte cher. Si je peux lui faire la proposition, on transforme la Sonara, pour que la Sonara commence à consommer le pétrole brut camerounais, on le raffine, et lui, c'est lui qui vend
le pétrole camerounais à la Sonara du Cameroun, c'est lui le patron des deux. Oui. Donc il peut fixer un prix. Oui. Et une fois que la raffinerie a fait son travail, on envoie à la pompe, il peut fixer le prix à la pompe. Oui. Ok? Ça va permettre de mieux contrôler le prix à la pompe. Pourquoi? Parce que Total qui construit Sonara pour consommer le pétrole brut léger qu'on n'a pas au Cameroun. Notre pétrole est lourd. Donc voilà comment je fais la proposition. Je lui remets au père Belioken, il amène ça au chef de l'État. Et le chef de l'État apprécie immédiatement. Je vous ai dit, quand il a de bonnes propositions, il réagit toujours. Oui. Maintenant, il avait en ce moment des gens à côté de lui qui pourraient aider à ce que ça se fasse. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait? D'après ce que le ministre Belioken me dit, le président de l'État a tout de suite donné ça au ministre d'État, secrétaire général qui était à l'époque, Laurent Esso, pour implémenter ça parce que c'est le PCA de SNH. Et, vous comprenez? C'est comme ça que c'est parti. Et le projet est allé. Bon, Metuka a mené ça jusqu'à un certain niveau. Metuka, c'est un ingénieur. Mais quand Metuka est parti, il a été remplacé par qui? Par les ingénieurs de l'ENAM. Je sais que l'ENAM ne produit pas d'ingénieurs, mais moi je les appelle les ingénieurs parce qu'on les envoie occuper les postes d'ingénieurs. Ok? C'est là où tout a commencé à se gâter, jusqu'à l'incendie. Vous comprenez? Donc, pour dire que quoi? Pour dire que c'est les hommes toujours qui déçoivent à un moment donné. Mais est-ce que le président Biya n'a pas contribué lui-même à pouvoir créer ceux qui sont devenus comme des sortes de monstres aujourd'hui autour de lui? Très bonne question. Le président Paul Biya est responsable parce que c'est lui qui nomme tous ces gens. On ne peut pas dire non. Mais il n'est pas coupable. Ce n'est pas lui qui a exécuté. Il lui fait ce qu'il doit faire parce que quand on lui envoie le CV, on lui envoie les fiches de renseignement, des notes sur vous. Oui, c'est vrai. On lui dit que mais vous êtes vraiment le meilleur des meilleurs. Oui. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il vous nomme. C'est dans le travail, c'est sur le terrain qu'il voit que ça ne va pas. Et là, c'est déjà vous avez déjà gaffé. Vous avez parlé justement vous avez abordé la question du pétrole tout à l'heure, vous avez parlé de la SNH, mais moi j'aimerais savoir, est-ce que ce problème énergétique, ce mix énergétique affecte aujourd'hui la performance? Vous avez parlé de cette réduction en 2026. Oui, on va parler de 50%. La moitié, oui. Voilà. Est-ce que cela n'affecte pas aussi? Parce qu'on suppose que, là vous parlez de 2026, mais on suppose que les conséquences ont commencé à se faire ressentir depuis quelques années quand même déjà, parce que je crois, c'est vous l'espère, que c'est un processus. Mais est-ce que ce n'est pas aussi ces états des choses-là qui affectent peut-être la productivité des entreprises telles que Eneo? Non, ou la performance. Disons que côté pétrole, oui. Je vais vous dire quelque chose, nous avons des standards qu'on respecte. Quand les standards sont respectés, on ne passe pas à côté, ça n'échoue pas. Okay. Les standards ne sont plus respectés. D'accord. Puisque les gens qui ne maîtrisent pas le secteur, qui ne sont même pas acceptés par le secteur, parce que c'est les lobbies, hein. C'est les lobbies. Je vais vous prendre une parenthèse tout à l'heure avec Chantier Naval. Juste une parenthèse pour que vous compreniez. Allez-y. Non, je reste d'abord sur la question. Donc pour dire que dans le milieu pétrolier, il y a quelque chose de fondamental qu'il ne faut jamais arrêter. C'est l'exploration. L'exploration vous permet de chercher partout sur le territoire et trouver les réserves de pétrole. Et tant que vous avez des réserves de pétrole, ça vous donne des projections. Exactement. Sur le futur. Exactement. Ok. L'exploration a arrêté depuis. Et le gisement, on dit qu'on a retrouvé je vous dis, l'exploration à l'arrêt. Écoutez-moi bien, je vous donne les informations, petit frère. Je donne les cours à l'école polytechnique de pétrole. Okay? Je vous donne des informations. Donc je dis ceci. L'exploration a été arrêtée. Et quand vous arrêtez l'exploration dans le secteur pétrolier, nous, exploitants pétroliers, on peut faire les projections, les courbes, on vous dit quelle année l'entreprise va décrocher. Okay. Ce n'est pas la fiction. Maintenant, quand vous avez un secrétaire qui gère le pétrole du pays, vous croyez qu'elle aura cette vision-là? Elle ne peut pas. Elle va fonctionner au quotidien, peut-être. Jusqu'au moment où elle va se taper sur le mur et dire, mais attends, je suis où aujourd'hui? Vous comprenez? Il faut faire très attention. Le milieu, nous partons, et quand Gola arrête là, c'est pas...
normalement, il devait y avoir toute une série de choses en route. Tout à fait. Mais il n'y a rien. Et là, le pays devient dépendant même aux multinationales qui travaillent, puisque, sachant que vous n'avez plus les mêmes revenus, vous ne pouvez plus parler fort. Ce sont elles qui vous disent, on fait ça, on fait ça. Vous ne voulez pas faire, ils laissent. On vous laisse dans la merde. On vous impose des priorités. On vous impose des priorités. Il y a même des fois, on fait des forages pétroliers, on trouve d'exploration, on trouve du pétrole, mais on vous dit qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord négocier les impôts, les taxes, les partages de production. Si ce n'est pas favorable, on ne vous dit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme le Mali aujourd'hui qui a repris la main mise sur Barrick Gold, par exemple, avec quand même près de 200 milliards de francs CFA? Qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas les coudées franches, M. Mouté? On n'a pas les coudées franches parce qu'il y a des clans qui sont dans le système, qui ne veulent pas laisser les Camerounais, qui veulent faire avancer leur pays, faire avancer. Je peux parler de Abekanda. Regarde le Tchad, Oui. a commencé le pétrole largement plus de 20 ans après nous. Le Tchad a nationalisé. C'est vrai. Pourquoi nous ne nationalisons pas là depuis 50 ans? Pourquoi on ne nationalise pas? Mais pourquoi mettant les le président compétents. pas aussi tous ces clans-là autour de lui? On donne toujours des raisons tout le temps. Comment faire donc pour Non, arrêter non, tout ça? non, toi, je ne sais pas. Attention. Je reviens sur ce que était dit tout à l'heure. Je reviens sur ce qui était dit tout à l'heure. Je t'ai dit que je parle des gens... Le chantier naval. chantier naval. Oui. Je parle du chantier naval. Les gens se plaignent tous les jours au chantier naval que le chantier naval, oh, ça ne marche pas, arrêtez le salaire, 20 mois, CNPS. Oui. Mais le chantier naval ne va jamais se relever tant que Fonginam est en prison. Ok. Je dis bien jamais. C'est un lobby qui a condamné le chantier naval. C'est le lobby des ingénieurs navals dans le monde. Vous n'êtes pas dans le milieu, vous n'avez rien. Les pétroliers sont pareils. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas voir tout le petit spectacle qu'on fait là. Nous sommes restés calmes pendant longtemps parce que par solidarité pour le parti, on ne dit rien. On est obligé de dire les vérités maintenant. Je ne veux pas que le président sorte par la petite porte. On ne doit pas l'humilier. Les gens doivent faire leur travail. Chantier naval, je disais, Fonginam prend chantier naval à 700 millions de chiffre d'affaires. Il est ingénieur naval. Il monte à 40 milliards de chiffre d'affaires. On l'attrape, on dit qu'il a volé 900 millions, 1 milliard. Attendez, il y a un problème quelque part. Il y a même 2 services qui ont contrôlé. Un qui a dit qu'il n'a rien volé. L'autre qui voulait attraper sa tête a dit qu'il a volé. On l'a enlevé, on l'a mis en prison. C'est une cabale alors. C'est une Bien cabale. Fonginam, c'est une cabale. Donc, maintenant, les ingénieurs navals, au niveau mondial, on dit bon, nous on connaît Fonginam, c'est un monsieur intègre. Quand vous l'avez viré, parce que vous voulez, au lieu de le laisser tranquille chez lui, vous le mettez en prison, les chantiers navals de Cameroun n'aura plus rien. Parce qu'en fait, comment ça se passe au niveau des chantiers navals dans le monde? Tous les grands chantiers dans le monde sont mis ensemble. Et maintenant, le lobby s'assoit. Cameroun, on te donne tant. Gabon, on te donne tant. Congo, on te donne tant. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je dois montrer le chiffre d'affaires. Parce que non seulement ils travaillaient bien avec ses équipes, ils avaient de quoi travailler. Les gens vont rester là, ça ne sert à rien, il faut fermer cette histoire. Plus vous laissez les employés continuer à vous dire les mois de loyer, de salaire alors qu'ils ne travaillent pas. Il faut fermer ça. Ça n'a pas d'avenir tant que Fonginam est en prison. Et comment je le sais? Dans mon travail de pétrolier, nous avons des bateaux, des navires, on fait des inspections, on fait des classes. Et j'ai eu affaire à des experts du bureau Veritas, qui sont des ingénieurs navals aussi, qui sont venus travailler avec nous. Et j'étais en déplacement à Abidjan. Alors il me demande qu'est-ce qui devient Fonginam. Ah, je dis il est en prison. Il me dit bon, votre histoire là, tant qu'il sera en prison, oubliez le chantier naval. Les écluses vont être fermées. C'est clair. Petit frère, tu comprends? Donc ne viens pas ici pour m'attaquer, je te forme. Je ne vous attaque pas du tout. Non, si tu m'attaques, je vais te dénoncer. Non, pas du tout. Je pose des questions que tout le Camerounais à la maison se pose. Il faudrait que le Camerounais lambda... Non, justement, vous êtes moi, mais ta question n'est pas bonne. Mon rôle ici, c'est de poser les questions. On les bonnes questions qui vont t'emmener ton frère. Ne pose pas les questions qu'on t'a envoyées. Mais monsieur... Non, je ne suis pas missionné. Je ne suis pas missionné. Je suis violent quand on me provoque. Je suis violent quand on me provoque. Non, je pose un moment de questions parce qu'à un moment donné, c'est quand même énervant tout ce qu'on vit là. C'est normal. Je vous dis, la fonction de chef d'État, ne l'appelez pas comme la fonction d'un petit chef d'entreprise quand même. C'est un monsieur, il y a un seul pays dans le monde. Bien sûr. Il n'y en a pas 2. Vous connaissez le nombre de gens qui sont autour, les pressions qu'il peut subir, intérieures, extérieures et tout ça.
Il n'a pas le temps de réfléchir sur les petites choses là. Il donne les grandes orientations et ses collaborateurs doivent implémenter, atteindre les résultats. Il a parlé des jeunes. Tout à l'heure, on a parlé. Moi, je vous ai, à mon petit niveau au quartier, j'ai pris un exemple. 3 petits papiers et exonération d'impôts pendant 5 ans. 50% de ça. Voilà une proposition qui doit passer à l'Assemblée. Ça sort sous forme de loi. Et on impose à tous les ministères. Parce que l'histoire là que chaque ministre fait, ça part dans son coin. Demain, il n'est pas là, notre ministre vient, il balaye ça. Oui, c'est vrai. Mais quand c'est légal, personne ne touche. Ne peut toucher. Mais en fait, la préoccupation vient du fait que quand vous êtes en train de le dire, avec des propositions, quand vous soulignez, le président a eu à implémenter, notamment dans sa politique, et que peut-être on s'est rendu compte que au bout d'1 an, au bout de 2 ans, de ce qu'il a eu à dire, rien n'a été implémenté. On s'attend à ce qu'il puisse faire le nettoyage que vous êtes en train de dire là, pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse respecter. Très bonne question. Pour qu'il fasse le nettoyage, il faut que les collaborateurs en charge lui rendent compte. Et en disant la vérité, regardez cette histoire des néo. Les gens veulent mettre l'histoire de souveraineté devant. Mais derrière, il y a un gros scandale financier. Mais vous allez bouffer la souveraineté, elle va vous donner plus d'eau, plus d'électricité. C'est pas vrai. Au contraire, ça sera dur. Vous allez voir, ça sera plus dur, hein. Mais permettez-moi, M. Mouté, justement pour parler de cette souveraineté énergétique, je vois un peu on n'a jamais été hors de ce cadre, madame. Oui. On n'a jamais été. Je sais que vous êtes. Eneo était en location. Quand vous prenez votre voiture, vous donnez à Yango. Oui. Yango travaille, après vous revenez sur la même chose. Vous l'avez expliqué. Mais donc ça reste dans le paquet de l'État. Là, c'est pour le monsieur qui est vraiment dans et qui comprend les choses. Oui. Pour le Camerounais lambda, on a pris. Voilà, on sait que le Cameroun a repris la main. Vraiment, pour le Camerounais lambda, on parle de souveraineté. L'État a repris la main sur Eneo. Mais moi, j'aimerais vous demander, parce que je prends le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire à l'époque de M. Gbagbo. Lorsqu'on sait ce que représente aujourd'hui l'énergie, ou alors la souveraineté, que ce soit énergétique ou autre, au plus fort de cette crise post-électorale, alors que la société qui gère ou qui gérait l'électricité de ce côté-là, et même l'eau d'ailleurs, vous allez me comprendre tout à l'heure, était gérée par les Français. Et que lorsqu'il y a eu cette crise, on a coupé l'électricité, on a coupé l'eau. Les populations n'avaient plus accès à l'eau. Et je crois qu'il y a un autre secteur. Donc, ces personnes contrôlaient carrément tout. Donc, on voit un peu l'importance pour l'État d'avoir la main mise sur ces éléments. Et ces éléments-là, lorsque la situation s'est présentée, cela a eu quand même des conséquences néfastes dans cette crise post-électorale. Alors, lorsqu'on revient du côté du Cameroun, et qu'on voit quand même un schéma où l'État, comme vous le dites, n'avait jamais perdu la main. Nous, on sait que l'État a seulement repris. Maintenant, moi, je vais vous demander, est-ce que la souveraineté a un prix? Oui, on est en train de payer cher, comme vous l'avez dit, avec ces dettes. Mais est-ce que la souveraineté a un prix? Que ce soit 800 milliards, que ce soit 1000 milliards. Mais si aujourd'hui, on peut reprendre les choses en main, est-ce que ce n'est pas à encourager? Très bonne question. Je vous ai dit, vous avez peut-être oublié que je fais partie de ceux qui ont écrit, qui ont souhaité la nationalisation. Oui. Je l'ai dit au début de l'émission. Oui. Donc, je ne suis pas contre cette idée. Oui. Pardon, mais cette idée a été mal implémentée sur le volet financier. Parce qu'on sort de là avec une dette pas possible. Vous allez payer. Vous allez payer bien même. Donc, par rapport à ça, il y a un gros problème qui a amené à cette situation. Bien qu'on ait repris Eneo, oui. Comme vous aimez, vous voulez dire, comme bien qu'on ait nationalisé Eneo, ça n'a pas changé notre situation. Vous savez pourquoi? Non. Je vais prendre un exemple terre à terre, pour que ceux qui nous écoutent comprennent. L'année dernière, on a eu beaucoup de délestage parce que Globelec, par KPDC et DPDC, avaient arrêté pendant 5 mois. Eneo était là. Eneo n'a rien pu faire. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les producteurs contrôlent la situation. D'accord. Les producteurs, c'est qui? C'est KPDC à Kribi, DPDC à Douala, c'est NHPC, oui, Nachigal. Il y a l'autre qui est en construction, là, Kikot, qui va venir en 2032, je crois. Et il y a la centrale à gaz de Kribi, où il y a Perenco et SNH. Tout ça sont des producteurs.
Mais au niveau des producteurs, les majors, c'est vrai que Eneo a des centrales thermiques. Ça coûte tellement cher que quand vous les mettez en marche, c'est encore notre paire de manches. Donc, quand vous prenez maintenant les producteurs étrangers restent dans la configuration d'aujourd'hui à la manœuvre. Donc l'État peut nationaliser Eneo si KPDC n'est pas payé, DPDC ou bien il coupe, Eneo va rester avec ses robinets vides. Il n'y a rien. Donc, cette nationalisation partielle, si vous voulez, n'a pas apporté un grand changement jusqu'à présent. Il faut remonter à plus haut pour que les producteurs soient locaux. Okay. Et c'est possible. Mais pour le moment, les projets de barrage arrangent beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dehors. Et les gens qui veulent détourner de l'argent arrangent avec ces gens-là par dehors là-bas. Ça se fait là-bas, l'argent est dispatché là-bas. Ça ne rentre pas ici. Parce qu'aujourd'hui, pour sortir 100 francs du Cameroun, ce n'est pas évident. Allez dans vos banques. Si vous avez souvent 200 000 dans votre compte et que vous venez verser 5 millions, votre exploitant va vous demander que ça sort d'où. Vous croyez que c'est une question anodine? Non. C'est la NIF qui demande de vérifier tout ça. Il y a une traçabilité. Donc maintenant, quand vous travaillez avec des entreprises qui viennent de l'extérieur pour venir faire des travaux et que vous êtes mis d'accord dans vos dessous de table, c'est versé là-bas à l'extérieur. Vous avez suivi, j'ai suivi madame le directeur de l'électricité dans une télé hier, dimanche. On lui a posé la question de savoir que le futur, c'est quoi là? Elle a dit qu'il faut multiplier les barrages. Est-ce que justement, pour revenir... Non, ne riez pas. J'avais une question. Est-ce que les barrages, c'est la seule... Parce qu'effectivement, je ne comprends pas cette affaire autour des barrages. Nous disons que ceux qui sont la marche. Disons que... Voilà, il y a déjà ça. Mais avant même ça, disons que nous sommes un pays, une zone d'Afrique que Dieu a bénie. Oui. Nous avons l'eau. Oui. Nous avons les cours d'eau. Nous avons le soleil. Okay? Oui. Nous avons l'éolienne. Okay? Il y a tout pour être riche. Les barrages étaient bien à un moment donné. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de gros barrages. Ça, c'est quand vous faites un gros barrage comme celui-même qui est en train de faire à Kikode là, on est encore en train de nous attacher les mains. Ah, oui. Pendant qu'on dénoue là-bas à Eneo, on ouvre là-bas à Kikode, on nous attache encore les mains. C'est 500 mégawatts, à 650 milliards. Là, on a fait 420 mégawatts à 800 milliards. OK? Bon, moi, je dis quelque chose de très simple. On peut passer à l'énergie. Le Cameroun a l'uranium. Oui. Pourquoi ne pas faire l'énergie nucléaire? C'est beaucoup moins cher, plus facile et propre. L'énergie nucléaire, permettez-moi de comprendre, un peu comme la France. Oui. C'est ça. Okay. Oui. Beaucoup de grands pays ne fonctionnent qu'avec ça, c'est sûr. Seulement que jamais ça ne coupe pas. On a l'uranium au Cameroun. Ça, c'est un. Maintenant, pourquoi ne pas exploiter le soleil? Oui. OK? On peut exploiter le soleil. Qu'on a à profusion. Oui. Et après, maintenant, on a peut-être 9 mois de soleil par an. Il y a 3 ou 4 mois de pluie, mais il y a le soleil même quand il pleut. OK? Donc, voilà, il y a l'éolienne, il y a des zones du Cameroun où le vent va à une vitesse terrible. Ça fait tourner l'éolienne en permanence. Je crois qu'on doit diversifier. Mais le problème, c'est que les majors sont dans les barrages et les thermiques. Je vous explique pourquoi. Les barrages, c'est les gros sous. On fait les bonnes affaires là-bas. D'accord. Les thermiques que vous voyez là, qui sont ceux qui sont en charge de la construction des thermiques? C'est les mêmes sociétés qui font dans le barrage, qui sont actionnaires majoritaires dans les entreprises qui nous mettent l'énergie thermique, les groupes électrogènes qui consomment du gasoil. Vous comprenez? Donc ça fait que les mêmes gens se retrouvent à vendre l'énergie thermique et toutes les pièces de rechange, tous les techniques, tous les techniciens, tout ça, c'est toujours eux. Hein? Une spirale infernale. Mais on n'en sort pas. Mais justement, ça a été fait exprès. Ça a été fait exprès. Quand vous arrivez là-bas, si vous n'avez pas une grosse tête, vous craquez, vous fuyez. Vous savez, dans le milieu industriel, on sait comment faire pour faire fuir quelqu'un. On sait comment faire pour vous décourager dans votre idée. Je vais vous prendre des petits exemples terre à terre. Petit frère, pourquoi vous comprenez hein? L'espérance qu'on a là, tant qu'on est vivant, profitez, on va vous dire ça. Un jour, je suis offshore, il y avait un chef mécanicien
qui ne voulait pas former les Camerounais. Il travaillait qu'avec ses frères expatriés. Et les Camerounais qu'on recrutait, niveau bac, niveau BTS, ils venaient là, tout c'était mauvais. Alors on a compris que, en fait, c'est une protection des emplois expatriés. Oui. Il a été décidé de trouver quelqu'un de l'extérieur qui a l'expérience nécessaire pour former les Camerounais dans l'usine. Quelqu'un qui était bien capé, hein, bien dosé. Bon, il est venu. Il y a un premier qui est venu, que la direction générale a envoyé. Il arrive en mai. Et puis, comme le chef mécanicien, c'était un peu mon ami. C'était un peu mon complice, donc j'étais un peu au courant de ses petits secrets. Il me dit, bon, on envoie des gens pour former mes gars, mais ils n'ont pas de niveau. Mais je ne peux rien, la direction a décidé. Mais je peux te garantir que ce monsieur, après le tour sur site, je suis sûr qu'il ne va pas revenir. Il dit, ah bon? Il me dit, ben, je vais te dire. Yes. Le monsieur vient, il s'en va avec lui dans la structure pour qu'il voit un peu les installations, qu'est-ce qu'il va faire. Il le prend, il l'amène dans un petit coffret électronique qui est un peu comme l'ordinateur du système. Il commence à lui expliquer le coffret. À un moment donné, il se rend compte que le technicien qui est venu n'arrive plus à le suivre. Il ne comprenait plus. Il complique encore l'explication. Il sent que le gars a claqué. Quand il a fini, il revient. Quand la pause arrive, il me voit, il me fait signe, il me dit, viens, allons manger ensemble. Quand on va manger, il me dit, celui-là, il va rentrer ce soir. S'il revient, c'est qu'il est courageux. Ouais. Et le monsieur est parti, semaine après, on a reçu une lettre qui est vraiment une... Voilà. Donc, dans le milieu de l'industriel, il y a beaucoup de façons de gérer. C'est pareil qu'on fait ça aux États. Vous croyez que ce qui se fait là, se fait au hasard? Hein? On tient. Il faut qu'il y ait des têtes dures pour venir casser ces noyaux durs là. Et tant que vous n'allez pas, vous allez prendre des gens qui n'ont pas en plus le profil, maintenant ils vont venir suivre comme des toutous. C'est un peu ce qui se passe. C'est une actualité en tout cas qui continue de défrayer la chronique au Cameroun. Chers auditeurs, si vous nous écoutez, la 96.3 FM For You Radio, c'est le grand talk de For You Radio. Nous parlons aujourd'hui de souveraineté énergétique. La souveraineté, ce mot qui revient de plus en plus, qui est de plus en plus utilisé au Cameroun. Est-ce qu'on est réellement en train d'entrer dans cette phase de souveraineté? De toutes les façons, notre invité est là. Nous savons que vous êtes certainement, vous dégustez en tout cas ces analyses, ces commentaires, et on dit quoi aussi, punchline ouais. De M. Mouté-Ambassa. Oui. Et oui, on poursuit, Fonmoara. Oui, vous avez eu à évoquer, parlant justement des différents pôles qui pouvaient faire en sorte que le secteur énergétique fonctionne au Cameroun, à côté notamment des centrales hydroélectriques et des thermiques. Vous avez parlé d'éoliennes et surtout du soleil photovoltaïque. Alors, ce que je voudrais comprendre, que pensez-vous justement du projet des 1000 transformateurs photovoltaïques qui avait été lancé par l'actuel ministre de l'Énergie du côté du Nord Cameroun? Est-ce que c'est dans la ligne que vous étiez en train d'indiquer comme ça devrait se faire, en réalité, ça apporte quoi dans le fonctionnement énergétique au Cameroun? Ben, disons que je n'ai pas suivi ce projet de près, je ne sais pas, il en est où maintenant qu'il a lancé le ministre? Le projet est terminé? Nous n'en savons pas plus. Bon, le projet c'est pour vous dire qu'il y a des effets d'annonce. Okay? C'est ça que j'ai appelé au début spectacle. Il y a des effets d'annonce. Vous savez, quand il y a des événements qui arrivent, on fait des annonces pour essayer d'arrondir les angles. Et dès que l'événement passe, c'est fini. Vous savez, ici à Douala, il y avait un programme d'urgence de refaire les routes. Hein. Oui. Bon, dès que l'élection est finie, tout s'est arrêté. On a même commencé la construction de cette... Voilà. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas fait au hasard, c'est des choses qu'on connaît. Donc, quand vous posez la question, c'est comme si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le résultat. On veut que vous le disiez un peu davantage plus avant. Non, disons que ce qu'il y a à faire, ce que moi je pense, il faut ramener... Il faut laisser, par exemple, les majors d'électricité gérer un certain pan des activités. Mais il faut ramener tout à la commune. Et c'est là où je crois que la décentralisation devrait être efficace. Ouais. Vous savez, vous partez en Europe, l'eau là, ce n'est pas au niveau national qu'on fabrique l'eau, on distribue. Hein.
C'est chaque commune qui a son système. Pourquoi nos communes ne feraient pas de même? C'est pas compliqué. De prendre l'eau, filtrer, faire passer dans l'ultraviolet et mettre là-bas, que les gens vont boire. C'est un process très simple. Je vous dis, vous prenez de l'eau, quelle que soit l'eau, vous filtrez à moins de 2-3 microns, elle va sortir propre de l'autre côté. Maintenant, vous passez dans le système ultraviolet. Il devient potable. Ça devient potable. Mais propre à la consommation. C'est pas compliqué. Oui. Pourquoi attendre que c'est Camwater qui alimente tous les Camerounais? Nous sommes 8 millions de ménages au minimum parce que le ministre de l'autre jour a dit les branchements, qu'on a besoin de près de 8 millions, on a dans les 8 millions de ménages. Mais il y a combien de branchements? Peut-être 1,5 million. C'est insuffisant. L'eau, il n'y a même pas 1 million. L'eau, on est à 500 000, 600 000. C'est tous les jours qu'on annonce qu'il y a les compteurs qu'on va placer. Vous allez placer les compteurs, l'eau va venir d'où? Donc, je pense qu'on doit ramener ces choses-là à chaque commune. Elle doit prendre en charge. Elle doit produire même l'énergie électrique jusqu'à un certain niveau. De telle manière que les majors peuvent gérer les grandes entreprises, les usines, les grandes métropoles. Mais on doit ramener la décentralisation qui a été mise en place est combattue par les mêmes fonctionnaires de Yaoundé. Le président de la République a donné une instruction, petit frère et toi, qui parlait tout à l'heure fort là. Le président a dit que 15% aux communes. Oui, okay? Tout à fait. Est-ce qu'ils sont même à 35%? Justement, on se pose la question. Non, mais attends, vous avez dit que c'est le président qui refuse. Le président vous dit dans le budget, envoyez 15% dans les communes. Maintenant, les ministères vous disent, oh, il n'y a pas les gens, oh, il n'y a pas l'argent. Mais il y a l'argent quand ça va dans leur poche. Quelques ministères quand même essaient de faire. Ils font semblant. Même les petits sous que les maires pouvaient se créer dans leur commune, le ministère des Finances a tout repris. Ils n'ont même plus rien. Pour payer, il faut attendre les centimes additionnels, comme d'habitude. Donc je veux dire par là que la décentralisation, bien utilisée, va nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Parce que Yaoundé est devenu un goulot d'étranglement, à tous les niveaux. Et si on dit à chaque commune de gérer ses ordures, on dit à chaque commune de gérer son électricité, chaque commune, son eau, vous ne pouvez pas vous imaginer les emplois que ça va créer. Et des emplois durables. Vous comprenez? Ce n'est pas cette histoire que quand Ouattara a sa direction à Douala, a quelques châteaux d'eau dans le pays, ils vont alimenter tout le pays. Ils n'arriveront jamais. Il faut décentraliser ça. Et on n'a pas besoin. On doit dire à chaque ministère, à partir du 1er janvier 2026, tout ce qui était prévu être décentralisé, tu décentralises. Si les 3 mois que tu n'as pas décentralisé, tu es viré. Ils vont décentraliser. On va dire, il n'y a pas la ressource, il n'y a pas les hommes. Si, quand c'est au ministère, la ressource c'est où? Les cartons là, vous les envoyez à la décentralisation. Les hommes qui sont dans les directions des ministères en charge de ces domaines, vous les envoyez dans les régions et les collectivités territoriales. C'est tout. Maintenant, s'il y en a manque, les communes vont se charger, les régions vont se charger de recruter les manques. Il y a des techniciens. Les Camerounais forment dans tous les domaines. Ils sont pleins là dehors au chômage. Il ne faut pas croire qu'il manque les gens, il ne manque pas les gens. Il manque la volonté. C'est tout le monde qui veut garder son... Le président est chef en haut là-bas. Oui. C'est lui qui a l'argent de tout le pays. Oui. Chaque ministre a sa quote-part. Chaque ministère a sa quote-part. Chaque direction, c'est chacun qui veut garder, personne ne veut laisser. Pourtant, regardez bien. Quand vous partez en Europe, aux États-Unis, vous voyez les ministres en route dans tous les jours pour aller inaugurer ceci ou cela. Non. Il y a les gouverneurs. Moi, ministre, je n'ai pas fait quoi? Voilà, quand il y a un gouverneur qui peut faire ce qu'il doit faire. Pour inaugurer un truc, donner les médailles. Le gouverneur le fait. Je dois être concentré pour regarder la vision à moyen et long terme. Oui. Et proposer à ma hiérarchie. À l'étranger, les gens font des missions pour aller à l'étranger. L'ambassade sert à quoi? Ouais. Il faut remettre tous ces gens au travail. Ouais. Ça va décongestionner. Hormis la décentralisation, il faut déconcentrer. Parce que c'est deux choses différentes. La déconcentration, par exemple, aujourd'hui nous avons par exemple les préfets qui continuent d'appuyer sur les maires. Il faut arrêter ça. Les maires doivent rendre compte à leur ministre de tutelle, qui est le Mindevel, ou en travaillant en relation avec le président du conseil régional. Les préfets doivent être là pour représenter l'État, la sécurité. Hein, les points de souveraineté de l'État. De l'État, oui. Mais il ne doit pas être là pour aller embêter dans la gestion du maire.
C'est comme ça que vous voyez les bouts de papier circuler. J'ai besoin de carburant de ceci. Demain, qui ne donne pas, on commence à taper dessus. Il y a un préfet qui est retraité aujourd'hui qui m'avait amusé. Il m'a dit qu'à l'époque, il était préfet à Limbé. Et j'explique tout ça parce que ça fait partie de la gouvernance. Hein, pour que les gens comprennent que dans cette histoire-là, tout tourne autour de l'homme. Hein. C'est pour ça que je dis que les ressources humaines. Alors, le préfet me dit, le Milad devait arriver à Limbé. Et il avait besoin d'un peu d'argent pour faire le cocktail. Et le maire lui a donné, il a filé 300 000 francs. Le maire lui a demandé un reçu. Il a pris un bout de papier, il a écrit dessus qu'il a reçu les 300 000 francs pour la réception du ministre de l'Intérieur territorial qui arrive. Il est parti. Après, il a quitté Limbé, il est allé dans d'autres affectations. Le dossier a continué à marcher doucement sur le contrôle supérieur de l'État. Après, pendant qu'il est préfet en service, quelque part, on l'appelle, on lui dit que bon gars, tu as un dossier sur le contrôle supérieur. Il dit quoi? Quel dossier? Moi, je fais quoi? Il dit que c'est compliqué, il faut que tu viennes vite. Parce que viens avec l'argent. Si tu ne payes pas vite, l'affaire va passer au conseil budgétaire, la discipline budgétaire. Oui. On lui dit quoi? Il demande comment? Il dit que non, viens avec 500 000, on ne sait jamais. Mais... Le gars arrive, on lui sort le dossier, il voit son petit reçu qu'il avait signé à l'époque. Mince. Il avait plus 300 000. Il a payé les 300 000. Le dossier a été... Oui. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire comment ça se passe, ces choses-là. Parce que quand vous parlez, vous êtes dehors, là, vous regardez ces choses, vous dites que pourquoi le président n'a pas fait ça. Le président, de là où il est, il ne peut pas tout contrôler. Il doit s'appuyer sur des gens. Quand il s'appuie sur les gens bien, ça marche bien. Quand il s'appuie sur les gens moins bien, ça ne marche pas bien. Je vais citer quelques-uns. Je ne voulais pas dire que les autres ne font pas leur travail. Mais il y a des gens qui, à un moment donné, quand ils étaient à côté du président, il y a des choses qui ne se faisaient pas. Martin Belliga Boutou, on peut dire tout ce qu'on veut de lui. C'était un homme d'État. Il protégeait même le président. Ah oui. Pourtant, le président est l'homme le plus puissant. Ok? Donc, quand on parlait de ces choses-là, il ne faut pas se limiter à ce qu'on voit. Oui. C'est beaucoup plus complexe, que ça. C'est vrai que notre discussion tire un peu à sa fin, du moins cette première partie. Oui. Cette première partie. Mais j'aimerais vous demander, c'est vrai qu'on a dit aujourd'hui qu'il y a cette nouvelle situation avec Eneyo. On va voir ce que l'État ou alors l'expertise camerounaise, ce que ça va donner. On espère que les choses vont aller dans le bon sens. Et justement, pour aller dans ce sens, pourquoi on ne peut pas envisager Eneyo aujourd'hui comme le PAD, dont on est fier aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Disons que c'est un peu la même chose, mais et c'est pas la même chose en même temps. Okay. Bon, je vais m'expliquer un peu. Vous savez, je doute fort que ça change vraiment. Je doute fort que ça change vraiment parce que vous savez, ces gens qui sont à Yaoundé là, qui font le casting pour nommer les gens, ont leur logique. Ils estiment que l'administration, les grandes sociétés d'État et tout, doivent être dirigées par les hauts fonctionnaires de l'État, qu'ils aient le profil ou pas. Parce qu'ils se limitent à voir les hommes et peut-être un peu l'argent. Ils ne regardent pas le côté technique, qui est au-dessus des deux autres. Donc, celui qui était par exemple patron de l'électricité au ministère de l'eau et de l'énergie, avant la dame qui est là maintenant, vous savez où il est? Non. Il est DGA dans la future structure qui compte là, à venir. Il ne comprenait déjà pas rien. Il ne comprenait déjà pas rien. Donc, il va aller là-bas. Ne soyez pas surpris que celle qui est là maintenant vienne même diriger Eneyo. Ne soyez pas surpris, c'est comme ça que ça va se passer. C'est les lobbies qui travaillent. Mais c'est ce qu'on disait aussi du Et quand PAD, ils vont aller présenter au président pour être un désiré, ils vont dire que vraiment, à part elle, dans ce pays, il y a personne d'autre. C'est la meilleure. Jusqu'au jour où le président va se rendre compte qu'on l'a trompé. Donc vous comprenez que c'est très complexe. Le service de la présidence qui est en charge des personnalités
doit reprendre effectivement du travail. C'est des gens qui travaillaient et qui avaient des documents précis sur chacun des responsables au Cameroun, que ce soit public ou privé. Et ça fait que quand on part pointer quelqu'un dedans, je sais pas pourquoi le nom de ce service m'échappe. C'est un nom un peu particulier là. C'est eux qui... La présidente n'a pas besoin de sortir demander à quelqu'un. Ils ont tout sur place. Moi, je n'avais même pas connaissance de ce, service. Même vous êtes dedans. Moi non plus. Dès que vous atteignez un certain niveau, vous êtes dedans. On sait que vous êtes là. Il ne faut pas croire. Le pays est quand même bien suivi. Hein. Même comme il y a beaucoup qui ne respectent plus. Donc moi, je dis que je suis très sceptique par rapport à la suite des néo là. Parce que pour faire bien les choses, il faut mettre des gens compétents. Faire un diagnostic sans faiblesse. Et dégager les forces, faiblesses, opportunités, menaces et prendre les mesures qui s'imposent. Aussi simple que ça. Il faut avoir du caractère et de la formation nécessaire pour ça. Si vous n'avez pas ça, vous allez mettre quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Comme quand il y a eu feu à Sonara. Vous savez, quand ça marche normalement, personne ne parle. Hein. Le jour où il y a eu feu, parce que les directeurs de Sonara, c'était des amis et collègues. Donc on faisait des commentaires quand on se retrouve en train de boire du matango quelque part. Quand on vous dit comment le directeur général, qui était imbu de sa personne, faisait le jeu de jambes pour aller de bureau en bureau, demander il s'agit de quoi, qu'est-ce qu'il doit dire, comment je dois expliquer. Il était là, il ne savait pas qu'est-ce qu'il doit dire. Ce n'est pas son domaine. Quand ça marche bien, tout le monde peut diriger. Quand ça ne marche plus bien, ça ne va plus. Quand il y a un sinistre. J'ai des collègues qui m'ont dit, mais attends, voilà, il y a tel qui m'appelle, qu'est-ce qu'il doit lui dire, dis-moi la vérité, vraiment, je te fais confiance. Hein. Vous avez des gens, quand ça ne va plus, c'est le feu. Ok? Donc il faut faire attention. Le jour où si je vois qu'on nomme des gens compétents, je vais dire oui, là, c'est bon. C'est possible de... Mais si on prend les mêmes gens qui n'ont pas le profil, on met là parce qu'ils ont des relations avec tel, ils sont fils de tel, ils ont ceci. Madame, je ne vous donne pas un an. Vous allez partir dans la rue marcher là. Comme les résultats de l'ENAM. Comme les résultats de l'ENAM, vous voyez, c'est un autre scandale. C'est les résultats qui sont prêts depuis avant les élections. Hein. Oui, mais on savait que si ça sort avant, on ne devait pas voter pour le gars. Mais c'est une catastrophe quand même. Hein. Mais oui, c'est dans tous les services. C'est pour ça que je vous ai dit. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'à un moment donné, ce groupement d'incompétents nuls a dépassé la masse critique. Vous, quand ils vont vous parler de moi, ils vont dire, monsieur Mouti, il raconte quoi? Oh, il est aigri, il est ceci. Mais non, c'est pas vrai. Je ne suis pas aigri. J'ai bien gagné ma vie. Ok? J'étais parmi les meilleurs salaires de ce pays, donc je ne suis pas aigri. Et je n'ai pas faim. Bon, monsieur Mouté, avant de revenir à l'uranium et au nucléaire que vous avez évoqué, si vous vous souvenez, est-ce que cette politique de la terre brûlée, est-ce que c'est pas la fin? Est-ce que c'est pas, est-ce que cette politique ne doit pas sonner le glas tellement? Parce que tout à l'heure, j'ai évoqué encore avec vous la fatalité. Et vous évoquiez un homme fort qui a une tête dure comme vous. Et je suis peiné. Non, vous êtes fort. Oui, parce que vous avez l'expertise, vous avez les compétences pour ça. Et je suis peiné qu'on ne puisse pas vous écouter plus que ça. La dernière fois qu'on vous a écouté, ça remonte à l'époque de Mathusalem, c'était en 2004. Maintenant, pour revenir donc à l'uranium que vous avez évoqué, vous avez... Non, c'est un exemple que j'ai pris. Oui, non, vous disiez que le Cameroun... Oui, non, vous disiez que le Cameroun est riche. Oui, le Cameroun a l'uranium. Et qu'on pourrait, par exemple, former des compétences ici en nucléaire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait pour pallier aux barrages? Parce que les barrages, vous disiez que les barrages ne sont pas la seule solution. On peut avoir des alternatives en formant par exemple des compétences au nucléaire pour pouvoir exploiter l'uranium afin de générer une énergie, l'électricité, pour qu'on n'ait plus les carences. C'est très facile à faire. Déjà, pour être formé au nucléaire, on n'a pas besoin d'aller chercher les gens à la Lune. Comme le regorge d'ingénieurs dans tous les domaines. On fait une sélection, on les envoie se former dans un pays. Un peu comme le Burkina Faso le fait avec ses jeunes pour la Russie. Où le nucléaire est déjà avancé. Ils se forment pendant ce temps. On construit l'usine, on fait des barrages hydroélectriques, on fait peut-être des usines. Et quand ils reviennent, ils démarrent. Et puis c'est parti pour le nucléaire civil. C'est facile. Aussi simple que ça. Le vrai problème, c'est que les gens qui sont derrière les barrages, les centrales thermiques, là, c'est les gros sous. Ils ont déjà corrompu tout le monde dans la filière
Dès que tu en parles, on te dit, toi là, ne viens pas avec les idées de dehors ici, on te chasse d'abord. Parce que personne ne doit parler. Il faut, quand je parle de tête dure, des gens qui vont venir pour dire, bon, nous avons tout fait avec les barrages, nous avons vu jusqu'où on peut aller avec les barrages, nous avons noté les limites des barrages, passons à autre chose, en gardant les barrages pour ceci ou cela, mais que les barrages ne soient plus majeurs. Parce que, et puis quand ils sont même majeurs, on ne les tient pas. C'est eux qui nous tiennent. UNEO est parti, est devenu, c'est nationalisé entre guillemets, comme vous dites, mais UNEO, vous n'avez pas confiance à la nationalisation, là, non. Pas confiance. Quand Natigal va couper, quand Kabila va couper, UNEO va vous servir quoi? Rien. Il n'y a rien. UNEO devrait être dans les barrages, dans les centrales à gaz, dans le nucléaire. Ça ne doit pas être des sous-traitants. On a libéralisé. Maintenant, on laisse tout aux sous-traitants, aux étrangers. Aux étrangers. Et si on vous comprend bien, M. Mouté, au-delà de l'expertise, vous pensez, vous allez me corriger, que la corruption et les détournements aussi sont le problème. Attendez. À ça, je vais ajouter une autre question, peut-être pour davantage étoffer sa question. Vous avez évoqué le cas des ministres tout à l'heure, pour revenir peut-être à celui qui gère cette question énergétique. Selon certaines informations que j'ai eu à faire en semaine, il y a d'abord un bicéphalisme au niveau de la gestion, parce que le ministre, parfois, même s'il peut avoir des meilleures propositions à faire, à côté que certains de ses collaborateurs ne l'écoutent pas, parce que vous avez dit, quelqu'un a été nommé par une autre personne. Il y a qu'au niveau, par exemple, du Premier ministère, il y a comme une sorte d'un gouvernement qui a des particularités ou des spécialités auxquelles appartiennent les différents départements ministères, qui parfois, pour qu'une loi ou une proposition passe, fait appel peut-être au ministre qui doit parfois soit donner des sous, utiliser des subterfuges pour que ça puisse passer. Et la même chose est encore faite au niveau du secrétariat général de la présidence de la République. Est-ce qu'avec cette gestion, cette forme de politique, ça peut arriver à ajouter... C'est pas ça qui entraîne davantage la corruption qui est en train d'évoquer Siké? C'est pas ça qui entraîne la corruption, elle est là. On vit avec elle. Mais le point soulevé est un point important. La corruption, vous savez, depuis qu'on a baissé les salaires des fonctionnaires en 1994, elle est montée en flèche, elle n'est plus jamais redescendue. Et les gens sont chaque jour un peu plus intelligents pour contourner les obstacles. Elle est là. Elle n'entraîne rien, elle ne subit rien, mais elle est là. Les gens se plaisent parce que quand vous voyez aujourd'hui, je l'ai dit quelque part, les riches au Cameroun, ce sont les hauts fonctionnaires. Ce n'est pas les industriels. Ce n'est pas les hommes d'affaires. Alors que dans un pays normal, c'est les industriels qui sont les plus normalement, riches. Quand vous partez dans les résidences des hauts fonctionnaires, certains, vous vous demandez si vous êtes même au Cameroun. Les gens qui gagnent, ça les 500 000. Mais les 500 000, là, c'est pour entretenir son chien. Parce que l'argent vient d'ailleurs. Ça vient d'où? Des cycles de corruption. Vous comprenez? Et ça, il faut que le président l'a annoncé déjà dans le truc. Il faut que cette fois-ci, je dis bien cette fois-ci, parce que là tu as annoncé, vraiment qu'ils prennent le taureau par les cornes. Ça ne passe plus. Même nous qui sommes RDPC, nous nous sommes tués pendant longtemps. Par solidarité pour le parti. Mais on ne peut plus se taire. On est obligé de dire la vérité. Parce qu'il faudra faire un inventaire à un moment donné. Bien sûr. Qui a fait quoi? Parce que nous sommes dans une situation où c'est comme si c'est un suicide collectif. Moi, je vais aller mourir dans l'affaire du RDPC là. Je suis où? J'ai fait quoi? Je n'ai rien fait, mais je suis dedans. Ok? Il faut un droit d'inventaire. Qui a fait quoi? Et on sanctionne. Par rapport à la question du secrétariat général, ministre et tout, c'est un problème réel. C'est vraiment un problème réel. Parce que normalement, c'est pour ça que certains parfois disent que le premier ministre même est inaudible. Pourquoi? Parce que quand un ministre traite un dossier, le dossier, en principe, s'il part chez le premier ministre, après validation, il doit aller à la présidence pour signature. Mais quand ça arrive à la présidence, une nouvelle étude recommence. Qui parfois part à l'encontre de l'autre qui est venu du ministère. Parce que là, il y a les enjeux. Tout à fait. C'est là où la corruption peut intervenir parce que les gens savent que quand ils partent voir le ministère, ils refusent de boire. Tu es qui? On va aller voir plus haut. Après, ça te revient comme un ordre. Quelque chose que tu as refusé parce que c'est pas bon, ça devient comme les gens n'ont pas le courage de démissionner,
En tant que ministre, si tu penses que ce n'est pas bon pour le pays, tu dois refuser. Oui. On te l'impose, tu dis non, envoyez quelqu'un d'autre pour le faire. Moi, je ne le ferai pas. C'est ça qu'il faut. Et on va vous respecter plutôt. Mais on n'a pas la culture de la démission. Si. Il y a des gens qui le font. Je prends des exemples. Parce que c'est bien de donner des exemples pour que les gens comprennent. Un monsieur comme le directeur de la CNPS. Ouais. C'est un monsieur compétent. Ouais. Droit sur ses bottes. Vous voyez, on tire sur lui, les gens racontent n'importe quoi pour essayer de le noircir. C'est un grand monsieur. Ouais. Ouais. C'est un grand monsieur qui travaille pour le pays. Et le secteur de la CNPS aujourd'hui est complètement assez les résultats. Tout à fait. Oui. Il a refait tout un immeuble. Le premier ministère a arraché son immeuble. On lui a donné peut-être un niveau. Je vous raconte une anecdote pour comprendre pourquoi je dis ça. Ce monsieur, je ne le connaissais pas. Monsieur Mekoulou. Oui, Alain Olivier Mekoulou-Bondon. Je ne le connaissais pas personnellement. Je voyais ce qu'il faisait, j'écoutais, j'appréciais. Un jour, alors nous les pétroliers, nous avons un problème. À l'époque, le ministre Moudiki était ministre du Travail. Vous savez, dans l'argent de la CNPS, là, il y a 7% qui représentent les prestations familiales. 7% qui représentent la pension vieillesse. Et 2,5% pour les accidents, pour les entreprises à faible risque. Et 5% pour les entreprises à haut risque. Alors, les pétroliers étaient à 5%. Parce qu'effectivement, nous sommes à haut risque. Mais quand le ministre Moudi, qui était ministre du Travail, il a rabaissé ça à 2,5%, comme les petites entreprises. Et ça a duré 30 ans. Quand Mekoulou arrive, il regarde, il rentre dans les archives, il dit, ben, c'est pas normal que les pétroliers, avec tout l'argent qu'ils ont, payent seulement 2,5%. Il a écrit aux pétroliers, il a demandé un délai. Vous passez à 5% à partir de telle date. Et comme ça fait 30 ans que vous avez payé 2,5%, passez me voir, on va trouver moyen de trouver une solution. Et vous dites qu'est-ce que vous devez payer pour les 30 ans que vous êtes resté à 2,5%. Alors les pétroliers ont commencé à s'agiter. Ils sont allés voir Moudi qui était déjà maintenant à la SNH. Et Moudi qui écrit au directeur de la CNPS pour lui dire non, c'est 2,5%. Le directeur de la CNPS lui répond en lui disant que je n'ai pas d'instruction à recevoir de vous, ça sera 5%. Wow. Non, je vous dis, et Vlan. Il est là, vous pouvez aller vérifier, je parle ici les noms. Oui. Alors, on dit que maintenant, saisit le Premier ministre, à l'époque c'était Yann Philémon. Voilà une situation, il faut que ça reste à 2,5%, les pétroliers ne sont pas d'accord et tout. Yann Philémon écrit à Mekoulou, il lui dit, il faut vraiment mettre à 2,5%, maintenir. Mekoulou lui répond, excellent monsieur le Premier ministre, qui peut le plus, peut le moins. Pris la décision, j'applique. Yann n'a jamais répondu. Yann a demandé à Yann d'assumer, Yann a tracé. Alors, maintenant le pétrolier deviendra coincé. Mon DG me regarde et me dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais je vais voir aller, mais je vais aller voir Mekoulou. Ouais. Alors, je pars en mission sur Yaoundé. Il demande à être reçu, Mekoulou me reçoit. Ponctuel, hein, et tout, j'arrive, il me reçoit. Comment ça va? On parle d'abord un peu de divers, parce qu'il me voyait déjà dans les médias tout le temps. On fait des petits commentaires. Après, il me dit, ben, j'ai dit non, je suis venu pour l'histoire de 2,5 à 5% là. Oh, monsieur Mouté, si vous m'avez dit ça au téléphone. Je vous aurais épargné le désagrément. Non, je vous aurais épargné d'abord le voyage. Et puis le désagrément, parce que c'est vous qui avez l'argent. Oui. Vous ne pouvez pas payer. Vous réchignez. Il y a un problème. Les autres vont faire quoi? Les pauvres airs ne pourront pas. Monsieur Mouté, dites à votre DG de payer. Oui. Je suis prêt à faire un effort Oui. pour votre société Oui. qui vienne me voir. Je vais voir comment, au lieu de 30 ans, Ouais. je vais voir comment réduire quelque chose. Parce qu'il a manifesté la volonté de le faire. Parlons d'autre chose. Il a traité le sujet en 1 minute. Oui. Et je suis parti. Oui. J'ai rendu compte à mon DG qui me dit, bon, ben, tu sais, moi je suis d'accord, mais si je pars alors que SNH est opposé, ça va nous faire des problèmes. J'ai dit, ben, à toi de voir avec les autres. Finalement, tous sont passés à 5%. Oh. Voilà. C'est pour dire que quoi? Oui. Il y a des gens, quand ils disent non, C'est non. parce qu'ils ont raison, Bien sûr. il n'y a pas de raison. Bien sûr. Là, n'ont pas ce courage, c'est tout.
vous voyez là, pour moi, je pense que c'est parmi les hauts fonctionnaires classé parmi les meilleurs j'ai quand même. beaucoup de respect pour ce monsieur. Oui. Beaucoup de respect. Ouais. Alors, il nous reste malheureusement environ 15 minutes. Ah oui, On n'a pas vu le temps passer. Ah oui, c'est intéressant. Et on va rapidement lire ce message. Ice Price qui dit: c'est toujours la faute des autres, jamais Paul Biya. 43 ans au pouvoir. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Dans sa fonction présidentielle, le protège. J'ai bien dit quelque part qu'il est responsable. Oui, ça, bien sûr, mais pas coupable. Voilà, c'est deux choses différentes. Il est responsable parce qu'il est nomme, mais n'est pas coupable parce que les gens qu'il a nommés ont montré les limites. Tout à fait. Parce que les dossiers qu'on lui a présentés, que c'est les bons gars, n'étaient pas peut-être des bons dossiers. Tout à fait. Il y a tout ça. L'autre message: des erreurs. Vive l'Afrique libre et souveraine sans les traites. J'apprécie la véracité de l'invité d'aujourd'hui. Voilà. Ben, merci, mais je pense que moi j'ai décidé dès ce mandat-ci, je ne veux plus me taire. Hein, parce que se taire, c'est être complice de tout ça. Je ne suis plus d'accord. On dirait comme si vous êtes un peu... Il y a des personnes aussi également dans votre position qui ont décidé que pour ce mandat, ils ne vont plus se taire. Oui, parce que le président Paul Biya a failli sortir par la petite porte. C'est de justesse qu'il est à 53%. Il pourrait être à moins de 50%. Pourquoi pas les manquements de ces gens-là? Oui. Alors, Paul Biya vient, il promet des choses aux Camerounais. Ouais. La semaine d'après, les gens commencent encore la même chose. Il faut tirer des leçons. Non, on va dénoncer. Ils ont beau dire que oui, je suis membre du comité central, j'ai de la réserve. Je n'ai pas besoin d'avoir la réserve. C'est les hauts fonctionnaires qui ont l'obligation de réserve. Oui. Nous là, on n'a pas cette obligation. Oui. Ça coule comme ça coule. On dit la vérité. On est resté calme un moment, on a failli tomber ensemble. Nous, on n'est plus d'accord. On dit la vérité aux Camerounais. Oui. Que chacun fasse son travail là où il est. Bien. La suite avec Pharaon Antérésis. Oui, Pharaon. Rebonjour à tous. Il me semble que c'est ma chronique habituelle. Effectivement. Mais avant, je voudrais cuisiner un peu, entre guillemets, Monsieur Moutet Ambassa, parce que il dégage tellement de force que j'ai envie de le challenger un peu. Florent, j'espère que tu auras le temps. Je vais pas lui prendre ses 3 minutes. Hein. Elle t'a déjà donné 3 minutes. Je vais lui prendre ses 3 minutes. Alors, Monsieur Moutet Ambassa, vous avez dit que si vous étiez à la place du chef de l'État, il y a plusieurs réformes auxquelles vous aurez procédé, notamment en commençant par refaire un gouvernement à 90%. Ah, la population en demande tous les jours, partout, tous les niveaux. À 90%. Et puis assainir les sociétés qui par exemple, qui peut-être sont muselées ou qui sont malades aujourd'hui. Mettre les gens qu'il faut aux places qu'il faut. Aux places qu'il faut. Mais est-ce que vous n'avez pas peur des représailles? Parce qu'il me semble que vous avez évoqué les représailles, tu ne me tiens pas là-bas, je ne tiens pas là-bas. Vous n'auriez pas peur de ça? Vous n'avez pas des dossiers cachés même, oui. Non, je n'ai pas peur des représailles parce que je n'ai pas de casserole. Okay. C'est là, par là qu'on tient beaucoup. Vous savez, quand vous avez géré quelque part, vous avez un dossier au TCS, vous commencez à vous agiter un petit coup de tête et puis le procureur vous convoque. On va me convoquer au TCS, ce n'est pas de dossier, première chose. Et autre chose, au sein du parti, quelque part on m'a dit, oui, mais on peut vous frapper comme Nyamding. J'ai dit, oui, on peut me frapper, mais Nyamding et moi, nous sommes différents. Oui. Yamdi est un fonctionnaire. Hein. Oui, il est biaïste. Vous n'êtes pas biaïste, mais vous aimez l'homme. J'aime l'homme. Oui. Samedi est biaïste. Biaïsme, c'est un chien. Vous avez peur de ce qui peut être dans le biaïsme. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc je me méfie. Je me méfie. Ok, je suis prudent. Voilà, donc, très bien. Donc je dis, au sein du parti, je suis un membre élu du comité central. Oui. Et vous savez, c'est comme si vous demandez qu'on vire un député. Il y a une procédure qui est un peu compliquée. Oui. Ok? Membre élu au comité central, c'est le comité central qui m'a élu, c'est lui qui peut me virer. Oui. Maintenant, entre les deux, on peut peut-être me suspendre, mais on ne peut pas me virer. Très bien. Parce que je suis un élu. Oui. Donc, je n'ai pas peur. Oui. Et si des fois, les gens pensent que ce que je dis, et ce que je dis là sur le plateau, ce n'est pas nouveau pour moi. Oui. J'ai toujours informé ma hiérarchie, j'ai toujours écrit. Et j'ai été suivi dans certains, je n'ai pas été suivi dans d'autres. Donc je n'invente rien. Ils ne vont pas dire que, ils pas dire les choses à la radio, à la télé. Ils ne viennent pas nous dire non. Ils sont au courant de tout. Okay. Donc je n'ai pas peur. Maintenant, si jamais, parce que je parle, je prends ma liberté, je ne suis pas d'accord. Je ne voudrais pas faire partie de ceux qui vont humilier Paul Biya, le faire sortir par la petite porte. Ils vont m'appeler au conseil de discipline. Je n'irai pas. Je vais leur envoyer ma démission.
Ah bah justement, vous avez ouvert une brèche dans laquelle je vais m'engouffrer parce que vous m'avez grillé la politesse. Alors, je voulais vous demander... Je démissionne. Est-ce que vous pourriez démissionner dans un domaine, si jamais votre incompétence, et ce dont je doute fort, était avérée, est-ce que pour l'intérêt général, vous pourriez démissionner? Je vais vous surprendre. Quand je parle de Perenco, je démissionne. Oh. Vous savez pourquoi je démissionne? Non. Parce que dans ma position où j'étais General Manager Advisor, membre du comité central, je me suis donné la responsabilité de protéger les Camerounais. Et je venais de recevoir un nouveau directeur général qui m'a dit qu'il allait renvoyer à peu près 400 personnes pour réduire les coûts. Et dans les 400 personnes, jusqu'à 50, Perenco, le personnel Perenco 100%, et les 350, c'est les entreprises de services qui travaillent pour Perenco. Parce qu'à l'époque, Perenco avait 400 employés, et puis à peu près 800 000 sous-traitants. Ok? Il faut réduire les coûts. Je lui ai dit, mais non, ce n'est pas sur le personnel qu'il faut réduire les coûts. En plus, le personnel camerounais, il ne représente même pas 1% des dépenses de l'entreprise. J'ai dit, mais 1%. C'est-à-dire, si vous virez même tous les Camerounais, l'entreprise ne gagne pas 1%. Par contre, il y a les expatriés là. Il y a des expatriés qui coûtent entre 50 et 100 millions par mois par expatrié. J'en prends 5. Vous allez économiser plus d'argent. Oui, encore environ des Camerounais. Voilà. Il me dit, ouais, non, mais les expatriés, c'est pas moi, c'est Paris et Londres qui gèrent. Moi, je gère les Camerounais. Je dis, mais non, c'est pas possible. Alors, je me décide. Moi, j'aime donner les noms. Parce que vous savez, quand vous parlez, on croit que vous venez raconter n'importe quoi. Alors, je décide, j'appelle Bernard Bahia, qui était le conseiller technique numéro 1 de la SNH. Il est décédé aujourd'hui, feu. Je lui dis, voilà. Il me dit, mais non, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Je vais aller voir Moudiki, je te rappelle. J'ai dit, ok. Jusqu'à ce que les mots ne m'a plus jamais rappelé. La seule chose que je sais, c'est que une semaine après, le DG vient me dire, tu ne voulais pas, mais SNH a autorisé. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, bon, vous le ferez sans moi. Je suis parti. Voilà. Parce que je défends des valeurs. Je ne le dis pas ici, il ne faut pas penser. Je n'ai pas peur de démissionner. Le DPC me convoque pour me sanctionner parce que je dis la vérité et eux-mêmes ne font pas leur travail. Je leur envoie ma démission, je ne pars pas, ça ne sert à rien. Voilà. Je perds mon temps en carburant et tout pour rien. Est-ce que vous connaissez le phénomène des fémènes, des faussaires? Et c'est par là, justement, que je vais rentrer dans la chronique d'aujourd'hui. Et donc, 4 personnes étaient en train de déjeuner, de dîner. Ça fait l'objet de ma vidéo, du moins de ma chronique. C'était aux Philippines. Alors, nous qui pensions que le phénomène des faussaires et autres fémènes avait disparu, il se trouve que non. Alors, des bons hommes, Madame Sikedoumbé, étaient assis, 2 Camerounais, et ils étaient en train de multiplier les billets parce que c'était en fait le soubassement c'était le mode opératoire des fémènes. Ils voulaient convaincre les clients. Oui. Ouais. Mais sauf que les Philippins avaient alerté discrètement la police et dont les messieurs étaient là en train de raconter leur boba lorsque ils se sont retrouvés en train d'être menottés. Alors moi, ce qui me surprend, c'est le self-control, le sang-froid avec lequel les 2 Camerounais ont accueilli les menottes. Ils n'ont pas sourcillé, ils n'ont pas... Mais ils ont l'habitude, ils vont sourciller, pourquoi? Enfin, je sais pas. C'est leur métier. Oui, mais c'est quand même... moi, j'aurais été surprise qu'on vienne m'arrêter comme ça, devant tout le monde. Mais ils étaient froids, ils avaient un sang-froid, ils ont gardé leur... Non, je vous explique très simplement. Vous avez dit que ça a disparu, ça n'a pas disparu. C'est qu'ici au pays, on les connaissait déjà. Ça ne marchait plus. Mais ils opèrent ailleurs. Il fallait aller opérer là où on ne les connaît pas. Ils sont allés très loin. Ils étaient un moment à Dubaï. À Dubaï, on a commencé à faire attention à ces gars. Donc c'était ça. Ils partent là où on ne maîtrise pas encore la technique. Voilà. Et comme ils ont l'habitude, c'est sûrement que si vous allez regarder de près, ils ont déjà fait la prison plusieurs fois. Ils n'ont plus peur. D'où le sang-froid, le self-control avec lequel ils ont accueilli. Ils sont sûrs qu'ils vont ressortir. Mais d'autres, par exemple, au Yémen, par exemple, on avait coupé les mains. On coupait les mains parce que c'était le mode opératoire. Lorsque vous voliez pour montrer, afin que nous n'en ignorions, on vous coupait la main. Et lorsque vous voyez avec une main coupée, on savait que vous étiez un voleur. Voilà. Et si vous récidiviez, on vous coupait la deuxième main. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça allait jusqu'au pied. Mais je dis, mais le phénomène quand même il faut quand même il y a des questions qu'on se pose quand même.
même. Est-ce que c'est aussi simple que ça, de dire à un bonhomme, ben, écoute, tu me donnes 100 000, et bien moi je te donne 200 000. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Parce qu'on a entendu des histoires assez sombres quand même de meurtre. Mais dans ce cas, il faut seulement évoquer les cas Liebman et tous ces mecs qui étaient autres. C'est le même système, c'est la d'une façon, une façon un peu bien organisée. C'est un autre système. Oui. Qui n'a rien à voir avec la Fémania primaire. La Fémania, c'est autre chose. Oui. C'est-à-dire, les gens font de la fausse monnaie et ils prennent votre bon argent, ils vous font une fausse monnaie et puis ils s'en vont. Quand vous partez, vous vous rendez compte après que c'est la fausse monnaie. Ça ne vaut rien. Bien mal, c'est, je crois, le triangle de Ponzi, quelque chose comme ça. Oui, c'est le Ponzi. Plus il y a les gens qui viennent avec de l'argent, plus ils désintéressent. C'est ça. Quand maintenant, les gens qui apportent de l'argent ne sont plus nombreux, le système s'écroule. C'est tout. C'est tout. Et donc les commentaires allaient bon train, disaient ben voilà, le Cameroun s'est encore illustré dans la fausseté. Partout dans le monde, Cameroun s'est encore illustré. Quand vous dites que vous êtes Camerounais, ça inquiète. On vous regarde un peu de travers. Moi j'ai vécu ça un peu dans l'avion. Je pars un jour des États-Unis pour le Cameroun. L'avion arrive à 5h30 à Roissy. On descend. J'avais ma correspondance à 14h. Mais il y a un autre client qui était là, une dame. Qui partait en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry, à 10h30. Nous sommes arrivés à 5h30. Alors même les stores étaient encore fermés, les boutiques. Les premières boutiques qui ont ouvert à 7h, il faisait froid, c'était l'hiver. Bon, je suis allé prendre un café pour, en attendant que les autres magasins ouvrent, que je fasse mes courses. Et la dame était là aussi. J'ai dit, madame, on peut aller prendre le café ensemble. Elle a dit volontiers, on y est allé. On s'est assis. Et le temps qu'elle me demande, vous êtes de quel pays? J'ai dit que je suis du Cameroun. La femme s'est levée comme si elle avait affaire. Elle avait vu un spectre, un monstre, un fantôme. Elle a quitté la table et allait s'asseoir sur une autre table. Sans l'expérience. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai placé un mauvais mot? Alors je me suis levé et dit, madame, excusez-moi, je voulais comprendre. Que se passe-t-il? Elle me dit, les Camerounais. Les Camerounais, j'étais en France, les Camerounais. Elle m'a raconté tellement d'histoires sur les Camerounais. Pour dire que c'est une image qui nous suit. Oui, malheureusement. Des casseroles que nous tenons, c'est par là qu'on va sortir. Merci. Ma chronique aux Philippines avec les Camerounais qui sont encore illustrés négativement. Voilà, malheureusement. Merci Faronon Thérèse. Elle avait raison, j'ai dit tu as 3 minutes. Oui, effectivement. Parce que nous sommes à la fin. Puisque même non, on va même pas prendre la transition. Non, moi je suis toujours la sacrifiée. Ça va, c'est pas grave. Donc, l'actualité nationale et internationale. Mais je vais quand même faire des efforts. C'est que les gouverneurs de région sont du côté de Yaoundé. Ils se concertent, donc, comme vous le savez, pour leur deuxième conférence semestrielle. Les fêtes de fin d'année arrivent. Il est toujours question de pouvoir donner de nouvelles mesures et suivre la sécurité. La crise FECAFOOT MINCEP, un autre acte qui se pose. Le Premier ministre va entrer en jeu dès ce mardi à 15h30. Il reçoit un groupe de personnes qui sont souvent opposées à la gestion de la FECAFOOT par Samuel Eto'o. On a notamment le général Pierre Semengue, qui est l'ancien président de la LFPC, la Ligue de football professionnel. Faustin Domke, qui était membre justement du bureau exécutif de la FECAFOOT, ancien DG, je crois bien sûr, je chante du nom d'Union de Douala. Il a été justement à la tête de l'Union de Douala. On a Bala Ongolo Akoué, honorable Pierre Kwebo, qui était candidat à l'élection présidentielle. Le président était qui. Donc on va attendre ce qui sort de là. On ne sait pas si par cette action le PM va apporter de nouvelles mesures par rapport à la gestion, mais on attend de voir. Et l'affaire Martinez-Zogo, pour son cours, il y a eu donc l'ouverture de l'audience criminelle spéciale qui devra se terminer aujourd'hui. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait un témoin du nom de Ekassi Alain, un proche de Martinez. Je ne sais pas s'il doit dire feu, parce que vraiment il n'est pas encore enterré, ça trouble un peu parfois. Mais ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a cité le nom de Martin Savom, l'ancien maire de Bibé, comme étant celui qui aurait donné le coup de grâce à Martinez-Zogo et qui serait également aussi à l'origine notamment du décès du ancien prélat de Bafia, Monseigneur Bala. Benoît Bala, donc ça a également été évoqué. Et puis, pour sortir du Cameroun, une fois je parlais de la route régionale aidée à Dizangué ici, qu'on annonçait à coups de milliards, cela n'avait pas été conçu tout le temps, on indique. Bon, hier, selon bien sûr le ministère des Travaux publics, on a eu à engager les travaux qui vont reprendre, puisqu'il fallait construire un peu des structures. Moi, j'aurai l'occasion de vérifier
vérifier parce qu'il y a la famille qui a des Anglais, si c'est vrai ou je ne sais pas. Voilà. Et puis au Cameroun, hors du Cameroun, pardon, Gabon-France, on en sait davantage un peu plus. Il y a eu signature des accords majeurs entre le président Macron et puis le président Oligui Nguema, notamment avec l'entrée en jeu de l'Agence française de développement, AFD, qui va devoir financer beaucoup plus le secteur ferroviaire pour que l'industrialisation au pays soit davantage faite. C'est l'Union européenne qui va financer cela. 7e sommet UA-UE, on a évoqué ce matin du côté de la matinale. Oui. L'Afrique réclame davantage plus de place au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, que les mécanismes au niveau des institutions financières puissent également donner une part importante à l'Afrique. Et la question de la dette est des facilités pour que la dette soit soutenable. L'Afrique est davantage donc tournée vers la multipolarité. Mais l'Union européenne, qui s'est représentée, vise beaucoup plus à renégocier ses marchés, même si il est le premier partenaire commercial avec 538 milliards de dollars en 2023. Il faut le souligner. Voudrait faire un blocus à la Chine et à la Russie qui est davantage qui sont en train de s'étendre. Et la question ukrainienne qui n'a pas bien marché. Donc on voudrait prendre un peu l'appui sur le continent africain pour que les choses marchent. Et puis en France, on va sortir par là parce que nous sommes pris par le temps. Le Premier ministre, donc le Cornu, a évoqué comme la raison du rejet du budget, c'est que les responsabilités de l'opposition, donc il prie l'opposition vraiment à trouver des mesures pour qu'on parvienne à adopter un budget. Sinon, la France va écoper notamment des amendes préjudiciables du côté de l'Union européenne. Voilà, merci Fonmoara pour ces informations. Merci infiniment. Et justement, nous sommes aussi à la fin de cette autre édition du Grand Talk de For You Radio. Merci Pharaon Lantérésis. C'est moi, c'est toujours un plaisir. Merci à vous Fonmoara, merci à Kele et bien sûr à monsieur Mouté Ambassa qui était notre invité. On rappelle, vous êtes homme politique, membre du comité central du RDPC, vous êtes expert pétrolier. Voilà. Très bien. Expert pétrolier. Expert de développement durable, expert sécurité et sûreté. Voilà, chers auditeurs, téléauditeurs et bien sûr téléspectateurs de For You Media Africa, c'est la fin de cette autre édition. On se retrouve demain à la même heure.